En préambule, on peut peut-être parler aussi de ce que vous avez lancé ces derniers jours, messieurs, avant d'attaquer les Kerops. Ah bah carrément, déjà si vous allez sur notre site, vous verrez que c'est les soldes en ce moment, donc à part sur les nouveautés et puis le collector, les livres parce qu'on n'a pas le droit, il y a 20% sur l'ensemble du site, donc c'est une bonne occasion de s'y mettre ou de compléter ses fers de lance si on en a déjà. Gwen nous montre la petite nouvelle. Alors pour le coup, c'est pas une Kerops, c'est une Karn, la cavalière avant-garde qui sort aujourd'hui. Okay. Une petite nana bien sympathique. Il a pas les petites mains, hein, c'est une grosse figue. C'est une grosse figue. Et sont pas énormes les mains non plus. Non, mais c'est quand même un socle de. Comparé à ta tête. C'est quand même un socle de 101, quoi. Et donc voilà, sur le site 20% en ce moment. Et puis on a lancé la semaine dernière une offre de parrainage. Donc si jamais vous jouez déjà ou vous avez déjà un compte chez nous, n'hésitez pas à faire franchir le pas à vos potes et à vos hobbyistes préférés qui hésitent encore sur Carnage ou sur Briscard, parce que si ils vous déterminent en tant que parrain, vous aurez tous les deux 200 points de fidélité. Le nouveau joueur et le parrain, 200 points de fidélité, ça fait 20 € de bon d'achat chacun. Ouais, c'est pas rien, effectivement. Bah oui, ça permet quasiment d'avoir une figue gratos, quoi. Il y a déjà un petit nouveau, pareil, si vous n'avez pas forcément de parrain et que vous voulez vous lancer, faut pas hésiter à venir sur les groupes et à dire je cherche un parrain. Voilà, c'est ce qu'une personne a fait récemment. Sur les groupes Facebook, sur le Discord, vous venez, vous demandez s'il y a un parrain qui veut bien se prêter. En général, les gens, ça les dérange pas d'avoir des bons d'achat de 20 €. Merci Big B. Pas facile à peindre un zèbre. C'était mon premier zèbre intégral. J'en suis pas entièrement satisfait. Je pense que j'attaquerais différemment si je devais en refaire un intégral. Ouais, c'est un exercice qui est pas simple, mais c'est plaisant en fait. Très très plaisant, je trouve. Voilà, donc je vous ai mis dans le chat le lien vers la boutique TGCM, alors spécifique Kerops, mais bon, vous avez accès à tout, bien sûr, directement. Voilà, donc il y a les 20% parce que c'est les soldes, il y a l'offre de parrainage qui est lancée depuis quelques jours maintenant, et puis il y a toujours l'offre d'abonnement. Si vous avez l'envie, vous pouvez choper un abonnement. Il y a 3 niveaux d'abonnement, le plus grand étant l'offre senior qui vous permet pour 40 € d'avoir directement 25 € de bon d'achat, donc vous les utilisez tout de suite, de recevoir un chasse-partie gratos dans votre première commande, et de cumuler la moitié de points de fidélité en plus sur chaque achat que vous allez faire pendant l'année. Donc c'est une offre qui peut se compléter avec une première commande et le parrainage, hein, c'est cumulable. Et du coup, ça vous fait carrément pas cher pour se faire un fer de lance. Après, sinon, on vous donne les figurines. Voilà, plus ça ferait trop. Donc les gens comprennent, lorsqu'ils vont revoir la vidéo, après en retour, le fer de lance, c'est la bande c'est l'association de figurines que l'on met sur la table. C'est l'armée que tu vas jouer, la bande. À Briscard, on appelle ça une bande. À Carnage, on appelle ça un fer de lance parce que c'est quand même beaucoup plus guerrier et beaucoup plus médiéval. Donc on a pris des termes qui étaient plus médiévaux en fait. Ouais. Du coup, des fers de lance en mode escarmouche et des ostes en mode bataille qui sont en fait un regroupement de plusieurs fers de lance. Voilà, parce qu'on rappelle que vous avez lancé le mode bataille il y a très peu de temps d'ailleurs, il me semble. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Mais bientôt 2 ans. Et parce que le Kickstarter a été lancé il y a quasiment 2 ans. Ouais. On l'a livré 6 mois après. C'est ça, au mois d'août. Et à la rentrée, au mois d'août. Ouais, donc août 2022. Et depuis... Non, 2023. 2023. Et depuis, mode bataille. Il y a déjà Sartrouville où ils font pas mal de batailles. D'accord. Donc, ça commence à se mettre en place un petit peu partout. Calmement pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est un format où, en mode escarmouche, tu vas avoir de 4 à 7 figurines selon la faction. Pour les Kerops dont on va parler, là, typiquement, tu auras 3-4 figurines en 500 couronnes. Tu peux monter à 5, 6, mais c'est exotique. Si t'aimes bien jouer un gros bourrin, ça réduit tout de suite l'effectif. Et en mode bataille, tu vas tripler ça à peu près, donc t'arriveras à une quinzaine de figurines. C'est ça, en gros, on va jouer de 3 à 5 fers de lance, donc de 3 à 5 fois plus de figurines. D'accord. Sur un espace, parce que Carnage, ça se joue en escarmouche en 60-60, donc des petits plateaux de jeu, et en mode bataille, on va jouer en 60-120, donc 2 plateaux de jeu contigus.
Alors, tant qu'on est sur le mode bataille, est-ce qu'il y a des règles de constitution de fer de lance ou de bande? Est-ce qu'on peut mettre 6 fois la même figurine? Enfin, voilà, je dis ça Alors, comme il y a ça. des limitations qui sont les mêmes que pour le mode escarmouche. Hein. Il y a 3 types de limitations dans Carnage. Tu as la limitation P, c'est tout bête, c'est des personnages, et donc ils sont uniques, évidemment. En tout cas, dans ton fer de lance, ton adversaire peut avoir le même, mais ils sont uniques dans ton fer de lance. Sur la Terre, il existe qu'un seul Keycord, donc tu peux en mettre qu'un seul dans ton armée. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est valable aussi pour le mode bataille, c'est-à-dire que tu peux en avoir qu'un seul dans Lost, tu peux pas en avoir un dans chaque fer de lance, évidemment, puisque c'est un perso. Il y a le mode, la limitation unique, pardon. La limitation unique, elle diffère de la limitation 1, dans le sens où en fait la limitation unique va s'adresser à souvent un gradé ou un personnage bien particulier, mais qui n'a pas de nom propre. Et en fait, lui... Pardon ? D'accord. Ah ouais, je disais juste voilà. d'accord. Et en fait, lui, il va juste avoir sa propre limitation. Là où le personnage, imaginons qu'un personnage soit paladin, typiquement Enguerrand, chez les Carnes, lui, en tant que personnage, il va remplacer l'un des slots de limitation d'un paladin de même niveau. Pour faire simple, le paladin niveau 3, il est limité à 2. Si jamais je joue Enguerrand, je pourrais jouer qu'un paladin niveau 3 et Enguerrand, puisque Enguerrand est un paladin niveau 3 aussi, mais qui est personnage. Voilà. Donc les uniques ne vont pas bouffer les limitations des autres. Les personnages vont remplacer l'un des slots des figurines de même nature. Et puis après, c'est limitation X. Donc si j'ai limitation 3, typiquement les guerriers Kérops sont limitation 3 en niveau 1, je peux jouer 3 fois la même figurine. Par fer de lance. Et ça, c'est par fer de lance, ouais. Okay, les limitations en fait, qui s'appliquent en mode escarmouche s'appliquent pour chaque fer de lance en mode bataille. Il n'y a que les personnages nommés où tu peux forcément en avoir qu'un seul dans toute ton armée. Ok. Salut Hiroshi. Salut Hiroshi, oui. Alors, voilà, il était en live hier soir et quand je lui ai dit qu'on faisait une émission ce soir, il a dit qu'il essaierait de passer, donc il est là, donc c'est très bien. Voilà. Donc non, mais il est venu écouter les conseils que tu veux glaner, comme ça il saura défaire les Kérops. Ouais, c'est ça, exactement. Je vois là, la baston qui s'immisce entre vous deux. Il n'y a pas besoin de forcer pour manger du Kérops. Hein. Ouais, non, mais faut se méfier quand même. Hein. On va le voir, on va essayer d'en parler un peu ce soir. Ça peut roxer hein, le Kérops. Ouais, mais pour ça, il faut qu'ils utilisent des unités qui sont pas encore sorties. Non, pas forcément. C'est vrai qu'il y a du croustillant à venir. Hein. Tout n'est pas sorti. Nous, on a quelques profils devant nous qui sont pas sortis, qui viendront plus tard là. Et, effectivement, quand ils seront là, ce sera encore mieux. Mais bon, voilà, on parlait des différences entre le mode escarmouche, le mode bataille. Le mode bataille, typiquement, on va jouer de 3 à 5 fers de lance. Et donc, ils vont faire de 300 à 600 couronnes chacun. Et donc, on se met d'accord, alors soit par l'imposition du tournoi, soit avec son pote, avec son adversaire. On va jouer par exemple en 1500 couronnes, en 2000 couronnes. Et du moment qu'on respecte le nombre de couronnes maximum pour Lost et ses impositions, 3 à 5 fers de lance de 300 à 600 couronnes chacun, il n'y a pas de limitation. Donc je peux décider en 2000 couronnes par exemple, je peux faire 3 fers de lance de 600 couronnes. Bon, je perdrai 200, c'est un peu couillon. Mais je peux faire 4 fers de lance de 500 couronnes. Je peux faire 2 fers de lance de 600. Et puis à côté, il me reste 800. Faire 2 fers de lance de 400. C'est moi qui ai choisi. L'important, c'est que je respecte ces limitations-là. Le maximum de couronnes autorisées et 3 à 5 fers de lance maxi, mini-maxi, de 300 à 600 couronnes, mini-maxi par fer de lance. Okay. Et à côté de ça, en mode escarmouche, le format officiel, c'est 500 couronnes. Ça fait l'équivalent des starters qui sont disponibles, plus en général une figurine. Ok, très bien. Écoute, au moins ça c'est clair, donc on sait un petit peu ce qu'il faut. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans le vif du sujet. Juste un dernier point sur les règles. Est-ce que tu peux expliquer vite fait le principe de carnage ? Alors moi, je pourrais l'expliquer simplement si tu me dis si j'ai tout faux, mais le principe, c'est qu'on va utiliser les compétences et les points d'action. Les points d'action vont te servir pour aussi bien attaquer que pour défendre, et tu les récupères qu'au moment où la figurine se réactive. C'est bon jusque-là ? Oui, jusque-là, c'est bon. Voilà. C'est ça. Que lorsque tu vas faire tes actions, tu vas choisir des actions à 1 ou 2, 3 points d'action. Et en fonction de ça, ça va déterminer le nombre, entre guillemets, de caractéristiques que tu vas mettre dans l'action et de l'effet que tu vas pouvoir mettre derrière. Tout c'est ça. Si c'est réussi, bien sûr. Écoute, on n'a pas besoin de faire le live, tu sais déjà tout. C'est ça. Non, mais pour savoir si j'ai compris, parce que
Gwen, je suis désolé, mais c'est Manu qui m'a expliqué les règles, donc voilà. Donc si jamais je fais une erreur, c'est de sa faute. Voilà. On connaît à quel point Manu ne connaît pas les règles. Il les écrit au fur et à mesure pour jamais perdre. Donc, Ah oui, c'est pour ça qu'on fait des nouvelles publications régulièrement. Hein. Parce que je me rends compte que finalement ce que j'ai écrit marche pas, donc je gagne pas en tout cas. Donc voilà. Non, c'est ça. En fait, il y a 4 caractéristiques principales pour initier les combats, c'est-à-dire combat, tir, défense. Enfin, attaque, tir, défense. Et chaque caractéristique va induire potentiellement un effet. Vitesse, puissance, agilité, corpulence. La vitesse va me permettre, en plus des dégâts potentiels, de me déplacer de la moitié de mon mouvement. La puissance augmente les dégâts. L'agilité me donne une petite attaque gratuite. Et la corpulence me permet de repousser l'adversaire. Et donc, en fonction du nombre de PA qu'on va dépenser, on va avoir plus ou moins d'effets à ajouter aux dégâts qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça permet de comboter pour coller vraiment à l'action, à la situation que nous impose le scénario. Si jamais j'ai besoin de me rapprocher de l'objet ou d'éloigner mon adversaire, je vais plutôt choisir la vitesse ou la corpulence. S'il faut vraiment que je massacre celui qui est au corps à corps avec moi, bah, je vais essayer de tout mettre en puissance ou de gagner les petites attaques gratuites avec l'agilité, etc. Je vais vraiment affiner mes actions par rapport à ce que je dois faire sur la table pour remporter la victoire ou me rapprocher de l'objectif en tout cas. Okay. Autre élément, autre élément aussi différenciant du jeu, c'est que tout ce que tu vas faire dans le jeu, les décors, etc., ont une incidence. Tu peux balancer les figurines sur d'autres. Les éléments de décor jouent aussi leur rôle à plein. C'est-à-dire que ils ont le côté physique existant pris en compte dans le jeu. Tout à fait, tu peux les détruire en t'écrasant dessus parce qu'on t'a propulsé dessus, tu peux les attraper pour les lancer, il y a moyen de faire plein de choses rigolotes à ce niveau-là, et de jouer avec les hauteurs et autres pour pouvoir pousser les gens, etc. Ouais, puis c'est encore plus vrai depuis la sortie du mode bataille, parce que en parallèle des règles de bataille, il y a eu plein d'autres ajouts, des nouvelles compétences, des nouvelles règles génériques, des nouvelles actions qui ont été disponibles et qui sont disponibles pour le mode escarmouche aussi. Et notamment, l'une des particularités de Carnage, c'est que tu vas pas simplement virer ta figurine quand elle a perdu son dernier point de vie. Tu vas la remplacer par un marqueur de carcasse. Et ce marqueur de carcasse, en fait, il va pouvoir être dévoré ou pillé selon que ta figurine est herbivore ou carnivore. Et donc ça, déjà, ça va rapporter des points de vie. Ou un petit peu de munitions, des armes ébréchées, etc. quand tu la pilles. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui se passait, on l'a dévoré, on l'a pillé, et hop, on l'a retiré du terrain, la carcasse. Donc c'est vrai qu'on a oublié de dire que les factions, ce sont des animaux, à la base. Oui, c'est tous des têtes d'animaux. Et donc, en fait, ces carcasses, elles étaient proactives dans le sens où elles gênaient les déplacements, puisqu'on était obligé de les contourner, etc. Tu pouvais pas t'arrêter dessus. Et donc, ça permettait d'aller bloquer un objectif, parce que si jamais tu tues intentionnellement ou tu vas faire mourir intentionnellement un gars que t'as repoussé juste devant l'objet, il va falloir contourner la carcasse ou la piller, la dévorer pour pouvoir arriver à l'objectif. Donc, elles étaient assez intéressantes à ce niveau-là, mais ça s'arrêtait là. Et depuis les règles de bataille, en fait, comme les montures sont arrivées, les Tembo et puis les grosses figurines sont arrivées, il y a des carcasses qui sont beaucoup plus imposantes et on les a rendues vraiment proactives parce que ces carcasses de montures, de Tembo, etc., vont amener en plus des effets de jeu une fois qu'elles sont en jeu. D'accord. Par exemple, les Tembo vont booster la magie, faire peur. Enfin, il y a vraiment chaque carcasse, chaque type d'animal qui va mourir va apporter différentes choses, en plus d'apporter des couverts plus grands. Que s'il y a un Kélode qui est la monture chez les Kérops décède, forcément on va pouvoir se cacher plus facilement derrière que derrière un larbin qui est. Ouais, on peut mettre 5-6 larbins au moins derrière un Kélode. Tout à fait. Mais voilà, donc c'est encore plus vrai. On joue pas qu'avec le décor, on joue aussi avec les morts qu'on a fait. Ouais. Et c'est assez intéressant. Sur un rapport de bataille qu'on avait fait avec Manu, où justement on devait toucher les objectifs et il y avait tellement de carcasses autour de l'objectif qu'on était obligé d'en bouffer, de s'en débarrasser pour pouvoir toucher l'objectif, sinon on pouvait plus le prendre. Ouais, pratiquement il m'a fallu 2 activations complètes pour nettoyer le terrain avant de voir le drapeau, quoi. C'était du grand n'importe quoi. Mais oui, tout à fait. Les kémistes ont un gros intérêt à envoyer les Tembo mourir parce que de toute façon les Tembo ça sert à rien, vive les kémistes.
Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça? Bah pourtant je l'ai dit, toi, voilà. Non, mais ça a un impact psychologique énorme, les Tembo. Ah bon? 500 couronnes, tu joues 6 chémistes, ça a plus d'impact que de mettre un tempo. Je peux te dire qu'ils les voient pas venir et ils font aïe, 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 ils touffent mort. T'assures que la grosse figue a un impact énorme. Et les tempos sont très très cool. Enfin, ça dépend lesquels. Moi, j'aime beaucoup le Hierophant. J'ai un amour Hierophant, il est génial. Le Sage aussi. Ouais, mais le Sage, il est trop chiant à peindre. Ça, j'avoue que c'est pas la figurine la plus simple à peindre dans la gamme. C'est selon qu'on met la cape ou pas, la peinture du Sage est compliquée. Mais oui, Hiroshi, que ça soit une chémiste ou un tembo, de temps en temps, t'as des intérêts à envoyer mourir quelqu'un s'il meurt au bon endroit. Parce que non seulement l'envoyer mourir, ça va forcer l'adversaire à dépenser des points d'action dessus pour sortir ta figurine, donc il va perdre du temps sur une figurine, et en plus, une fois que la figurine sera morte, eh ben, elle va le gêner dans ses déplacements. Donc potentiellement, si tu la fais mourir au bon endroit, tu peux tout gagner. Tu peux le ralentir de 1, voire 2 tours. Parce qu'on est bien d'accord, hein, d'ailleurs, c'est l'un des leitmotifs justement des Kérops. Le sacrifice, la magie, c'est le sacrifice, et donc ils n'hésitent pas à scarifier, à blesser leurs propres guerriers, mais il n'y a absolument rien qui t'empêche dans le jeu de tuer tes propres figurines. Les faibles, elles sont absolument pas faibles. Non, elles sont vraiment, elles cachent vraiment bien leur jeu. Enfin, si, c'est des chips. Tu les attrapes, t'as pas besoin de serrer fort, elles ont explosé dans tous les Si temps. elles n'ont plus de PA, elles sont mortes. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire même? Et qu'est-ce qu'elles vont vite? Oh oui. Ouais, non, c'est vrai. C'est un peu l'inverse. C'est l'antithèse des Kérops, en fait, les chémistes. On peut dire ça. Allez, on va parler des Kérops. Donc du coup, alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le fluff des Kérops avant de commencer à parler des figurines et de leurs stats? Bah, les Kérops, en fait, Le fluff, c'est facile, c'est Is No Good. Il va être calife à la place du calife. c'est ça. En fait, c'est vraiment, on est vraiment sur un chara design des guerriers mongols du 11e, 13e siècle, hein, vraiment de Gengis Khan et consorts. Et c'est un peu ça l'idée. C'est les guerriers des steppes. C'est l'empire de l'Est, en fait, sur la carte de Safar. Et ils sont dirigés par Nagoy Khan. Ça n'a pas toujours été lui l'empereur, mais à l'heure où démarrent les romans, bah, c'est Nagoy Khan qui est en poste. Il a 3 fils, il en a déjà eu 2 qu'il a auto-suicidé parce qu'il voulait prendre sa place, mais il a eu 3 fils ensuite, Ogodeng, Tarsak et Taktoy, Tarsak étant le plus jeune et le plus foufou. Il a eu 3 fils, et le principe chez eux, c'est qu'en fait, voilà, l'empereur changera quand le papa sera renversé. Donc ils ont tous envie de prendre la place du papa. Le papa, il a un petit peu de bouteille. Pour le renverser, faut y aller quand même. Hein. Parce que c'est monsieur Kérops. On peut le voir en concept dans le bouquin de règles. Dans le bouquin de règles de base. Il est un petit peu avant les scénarios. On le voit avec son cure-dent. C'est un gros monstre qui a vraiment de la bouteille, qui est scarifié de partout, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement il faut diriger d'une main de fer cette armée, parce que c'est vraiment une armée régulière chez les Kérops. C'est pas le Walligan, le Beast to Fly, les goons, on est tous Ah oui, les goons, on est plus sur le côté Rasta. Hein. Ouais, voilà, on met les chemises à fleurs et on y va. Les fangs, c'est voilà, ils ont tellement faim que de toute façon ils tapent n'importe où. On les laisse à peu près se démerder, puis on les tue quand ils font un peu n'importe quoi. Les Kérops, non, c'est vraiment une armée de métier, donc il y a beaucoup de gradés. Et c'est une armée qui est lente, qui a vraiment une grosse inertie quand elle se déplace, quand elle va aller essayer de conquérir le trône de King Karn dans les romans. Elle met du temps à arriver. Les 3 frères partent chacun de leur côté sous les ordres de Nagoy Khan, l'empereur. Et on voit vraiment que c'est une grosse machine. Il y a justement des grosses machines de guerre, il y a des gros guerriers, mais il y a une vraie hiérarchie de commandement. Il y a les commandants, les capitaines, les lieutenants, les guerriers, et puis à côté il y aura tout un tas de les jumeaux, c'est des anciens Kérops. Que ça soit Souk et Kaito, ils ont un peu migré vers la Guilde Noire. Alors, je sais pas si je me trompe, messieurs, mais en termes de jeu, les Kérops, c'est un peu défolant quand même sur la table.
Oui, c'est-à-dire que quand il faut aller impacter quelqu'un, ils vont être très rapides. Mais pour se déplacer, sinon, ils vont être assez lents. Ouais, ils ont un mouvement de base qui est pas énorme. La vitesse, c'est pas leur caractéristique principale. Mais grâce à la charge brutale, pour aller chercher quelqu'un à l'impact, ils vont pouvoir accélérer un petit peu ou beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va dépendre de si on a des tambours, si on a des porte-étendards, si on a des choses comme ça, qui vont pouvoir augmenter. Pas tout de suite en tout cas. Pardon, excusez-moi, je veux parler des Quintor, rien à voir. Non, c'est parce que je vois la carte sous les yeux. Mais en fait, il y a des choses qui vont pouvoir augmenter la charge féroce et pouvoir aller chercher quelqu'un plus loin. Voilà. Typiquement, en fait, on a vraiment essayé, et peut-être que les gens s'en rendent compte quand ils jouent leur faction, on a essayé quand même de faire coller les profils ou la tendance qu'on impose dans une espèce à l'espèce elle-même. Et donc les rhinocéros, c'est quand même c'est des gros bourrus qui avancent pas vite, hein, ils broutent, ils avancent tout doucement, mais quand ils chargent, ils vont à plus de 50 km/h. Et donc on devait comparer à d'autres jeux, ça serait un peu l'équivalent des nains. C'est une avance implacable. Ouais, ils avancent lentement mais sûrement, et sur de courtes distances, ils sont redoutables. C'est monstrueux. C'est des sacs à points de vie, c'est des types qui ont des grosses caracs actifs quand il s'agit de taper. Ils ont une agilité en général qui est un petit peu anecdotique. Hein. Ça va de 1 à 3, quoi. Les 4 pour les nanas. Ouais, il y a Tactoy qui devrait révolutionner un peu ça quand même. Ouais, Tactoy est l'une des filles qui devrait arriver dans le courant de l'année là. Le plus jeune frère. Ok. Non, c'est le. Il est au milieu. Ouais, non, c'est Tarsac le plus jeune. C'est Tarsac, c'est pour ça qu'il est complètement fou et qu'il fait n'importe quoi. Oui. Il veut faire ses preuves et donc il part toujours bien en tête. Vous avez bien entendu les carottes qui vont arriver. Voilà, en gros. Ouais, Tactoy, et on l'a teasé hier ou avant-hier sur notre page. C'est ça, vous avez vu le concept. Il appelle son arme un arc. C'est une baliste, le truc. Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est l'arc de Baron Hurt. Je vous fais un peu de tease. Et en fait, en gros, c'est une vraie baliste. Hein. Ok, bah ça. Voilà. On n'a pas encore la carte de Tactoy, mais on a déjà la carte de son arc. Bon, j'ai le profil, hein, mais c'est un arc à 35 couronnes pour vous donner une idée. Ouais, il va picoter un petit peu. Sachant que les armes de ce que j'ai vu, c'est généralement c'est entre 5 et 15 à peu près, c'est ça, hein, si j'ai bonne mémoire. Ça va de 0 à 40, donc on est quand même dans la moyenne haute. Ouais. D'accord, effectivement, oui. Ok. Dans la moyenne très très haute. Allez, je vous propose qu'on commence avec les figurines directement Kerops. Et on va commencer par celle-là. Alors, hop, c'est le premier guerrier, hein, celui avec le marteau. Qui est, si je me trompe pas, dans le starter à la base. Ouais. Il peut se prendre bien sûr à côté, mais qui est déjà dans le starter. T'en as un avec marteau, un avec Francisque. Comme ça, tu peux vraiment choisir. Alors, t'as pas la possibilité. Alors que quand tu les achètes à l'unité, t'as le choix. T'as à la fois la tête de marteau et la tête de la Francisque. Donc, tu peux vraiment choisir ce que tu veux jouer comme guerrier. D'accord. Dans le starter, c'est fixé. T'as un marteau et une hache. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le premier échelon de l'armée. Hein, c'est les guerriers de base. Enfin, ils ont quand même, l'un des deux a quand même failli récupérer un nom. Celui qui manie la Francisque, il a failli s'appeler la Han, hein, quand même. Ouais. Être unique. Voilà. Donc, peut-être un débat comme ça. Voilà. On a le premier, enfin les stats du guerrier avec le marteau. Alors attendez, je le mette bien à l'écran. Hop. Voilà. J'espère que c'est assez visible. Donc. Le guerrier, donc niveau 1, niveau 2, donc est-ce que vous vous rappelez vite fait la différence? C'est pour les jets de dés, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui, le principe, je te laisse. Niveau 1, on sort de sa campagne, on sait à peine tenir son arme, on lancera un dé pour résoudre ses actions. Niveau 2, on commence à être sur du guerrier averti, on pourra lancer 2 dés pour résoudre ses actions et on choisira l'un des 2 dés qu'on conserve. On n'est pas obligé de conserver le plus haut, on choisit vraiment lequel on conserve. Niveau 3, on commence à être sur du maître de guerre, on jette 3 dés pour résoudre ses actions, on choisit lequel des 3 on conserve. Donc normalement, un niveau 3 ne rate jamais ses actions, vu qu'on lance 3 dés et qu'on en choisit un. Ouais, le principe c'est ça, c'est qu'à carnage, en fait, plus tu vas être haut niveau, plus tes caracs vont monter, forcément les caracs actives, plus ton coût aussi va monter, tes compétences en général, t'en gagnes quelques-unes, pas pour les guerriers, mais sinon t'en gagnes quelques-unes quand t'es niveau 3 par exemple. Et surtout, tu vas fiabiliser tes jets à mort parce que plus tu lances 2 dés, moins t'as de chances de faire des 1, en tout cas que des 1.
Donc Manu, qui n'a pas de chance au dé, va jouer niveau 3. Va jouer que des niveaux 3 avec des règles qui permettent avec d'être héroïque. Voilà, avec des règles qui permettent d'être virtuellement niveau 4, voire 5. Et moi, je m'en fous, je joue que des niveaux 1 pour le noyer sous la masse. Et ça passe et ça m'énerve. Les mecs à 200 points, je fais des 2. Pourquoi lancer 4 dés pour faire des 10 quand tu peux en lancer qu'un pour faire des 10? Ah non, c'est catastrophique. Alors, j'ai beau créer des règles qui me permettent de lancer plein de dés, ça suffit pas, quoi. Alors, mais voilà, typiquement, la différence de niveau va augmenter le nombre. Le micro est coupé, messieurs, je vous entends plus. On voit rapidement sur les caracs, hein, c'est les petits dés qui sont en bas, les petits diagrammes qui sont en bas des cartes. Qui vont permettre d'avoir des relances dans certains domaines. Voilà, on peut pas acheter de relance dans le jeu, on peut pas dépenser des PA pour relancer ou s'ajouter des dés, mais par contre on a des dés de maîtrise gratos qui permettent de relancer dans certains domaines, comme l'attaque, la défense, le tir, la magie ou la gestion d'objectifs. Sachant que ces dés-là correspondent au nombre de dés qu'on possède pour jusqu'à ce qu'on se réactive. Et donc si jamais on utilise un dé de maîtrise alors qu'on est niveau 3, par exemple, on en coche un pour faire une relance immédiate, et jusqu'à ce qu'on se réactive, on n'aura plus que 2 dés. C'est ça. En fait, ça représente un peu le surplus d'énergie qu'on va mettre pour réussir une action. Et après, on sera essoufflé, il faudra reprendre son souffle pour pouvoir récupérer ses dés de maîtrise. Voilà, donc on compare à la vraie vie de manière simple. On peut sacrifier sa fiabilité pour réussir une action qu'on veut pas louper, mais en contrepartie, on va ramer un peu plus jusqu'à ce qu'on joue. Ouais. Et l'avantage des guerriers niveau 1, c'est que quoi qu'il arrive, on a toujours un dé, et donc le guerrier niveau 1, il a un dé de maîtrise gratuit, puisque de toute façon, il conservera son dé. Donc le niveau 1 a pas d'hésitation à relancer quand il a besoin, quoi. Ok. Alors c'est un petit avantage des faibles niveaux. C'est ça. Maintenant, si on va sur les figurines, donc Kerops, beaucoup ont peau dure et charge brutale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que ça fait en partie? Alors la peau dure, c'est quasiment chez tous les guerriers Kerops qu'on va la retrouver. C'est vraiment pour symboliser l'une des caractéristiques des vrais rhinocéros dans la vraie vie. Il se trouve que la peau des rhinocéros a une propriété incroyable, c'est quand ils se blessent, parce qu'ils sont quand même assez bourrus, ils sont quand même assez bourrins, et de temps en temps, ils se frottent un peu n'importe où, dans les acacias, etc. Donc ils se font des griffes en permanence. Les vrais. Dernier que j'ai vu, il s'est frotté un peu sur un Land Rover de Safari, c'est par là. C'était beau celui-là. Le Land Rover, il s'en est pas sorti. Mais donc, en fait, ils arrêtent pas de se griffer, de se blesser, de se couper, les rhinocéros. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la peau va naturellement stopper le saignement. C'est-à-dire que tu vas avoir un petit filet de sang et un quart d'heure après, la peau a cautérisé. Alors, c'est pas soigné, mais ça saigne plus. Et on a voulu représenter ça dans le jeu, et donc peau dure, en fait, fait que quand tu subis un effet de saignement, tu vas le subir une fois, et ça va s'arrêter. Ouais. Alors que chez toutes les autres espèces, quand tu subis un effet de saignement, tu vas le resubir à chaque activation tant que ça n'a pas été soigné. Voilà, faut le soigner pour vraiment arrêter les effets, regagner les points de vie, etc. Là, les Kerops, entre guillemets, ils s'en foutent un peu, ils le subissent une fois, puis après... Voilà, sachant que l'effet de saignement est cumulatif, donc tu vas prendre un saignement 2 par exemple, au début de chaque activation, tu vas perdre 2 points de vie sans rien pouvoir faire. Si jamais tu prends 4 saignements 2 au début de ton activation, tu vas perdre 8 points de vie, et ainsi de suite. Et donc c'est très vite impactant, les Kerops s'en foutent. On verra tout à l'heure, en parlant de la magie du sacrifice, que les bourreaux, les prêtres, etc. jouent beaucoup là-dessus. En fait, ils font saigner leurs guerriers, ils saignent une fois, et puis ils s'en foutent, mais par contre, ils profitent du bonus que ça a apporté avec cette magie. D'accord. Donc pour dur, c'est vraiment ça, c'est je saigne une fois, et après, ça s'arrête. Charge brutale, le nombre va représenter la valeur de mouvement qui augmente le mouvement. C'est-à-dire que la plupart des Kerops se déplacent à 2 ou à 3. Charge brutale 1. 3 ou 4 quand même. 3 ou 4, on est généreux. On est trop généreux avec ça. C'est pas beau, quoi. Et en fait, la charge brutale va permettre d'augmenter cette valeur de mouvement pour aller chercher quelqu'un. Par exemple, le guerrier à charge brutale 1, ça veut dire que je vais pouvoir aller chercher quelqu'un à 4 toises, alors que normalement, je suis censé me déplacer que de 3 toises. C'est ça. En fait, on va booster le dernier mouvement qui permet d'arriver... Pour que les gens comprennent, la toise, c'est quoi? Moi, je sais, mais pour que les gens comprennent. La toise, c'est quoi? C'est l'unité de mesure dans le jeu. Ça correspond à 4 cm. Une toise égale 4 cm, ou la taille d'un petit socle, parce qu'on joue sur des socles de 40 pour les petits. Et donc, en fait, on va jouer sur des surfaces de jeu de 15 toises par 15 toises. 60 cm par 60 cm, 24 pouces par 24 pouces. Ce qui fait que quand on voit qu'un guerrier a
à 4 en vitesse, il va pouvoir faire 16 cm, donc un quart de la table à chaque mouvement. Il a 8 PA, il a largement la possibilité de faire 4 mouvements, puisque le premier est gratuit, le deuxième coûte 1 PA, le troisième coûte 2 PA, etc. Donc pour 6 PA, je peux traverser la table dans mon activation sans aucun problème. Ça, dans le jeu, effectivement, on peut traverser la table si on en a envie dès le premier tour. Par contre, ça consomme énormément de points d'action. Donc, on va arriver de l'autre côté de la table sans rien pouvoir faire. On va devoir reprendre son souffle pour récupérer ses points d'action. Donc, quand il s'agit de fuir avec l'objectif, c'est génialissime. Quand il s'agit d'aller mettre une patate à celui qui est là-bas au bout, il faut avoir un petit peu... Caribou, quoi. Caribou. Et quand t'as un fang en face qui en plus te maudit et qui te réduit tes stats... Après, ça peut être une volonté délibérée. Par exemple, le Berserker, on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment un glass cannon qui fonctionne comme ça. Il va en missile. Ouais, c'est le seul. Vitesse 2, le Berserker, c'est le seul. Ouais, mais charge brutal. Avant de passer au deuxième guerrier, donc celui qui aura le P, je crois, c'est une bonne mémoire. Non. Avec marteau, avec Francis, le premier. Alors, est-ce que vous pouvez les armes... est-ce que fait le marteau? Alors, les armes, comme là, le marteau, etc., toutes les armes dans le jeu vont avoir des effets spécifiques, plus ou moins intéressants, plus ou moins utiles dans les circonstances. Les marteaux sont très bons contre les armures. Donc, par exemple, tout ce qui est carne ne va pas aimer, parce que ça va réduire les armures, leur capacité d'encaisser. Par contre, on voit surtout qu'il y a un coût négatif en couronne à côté des armes, et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que mon guerrier au marteau, j'ai pas envie d'utiliser un marteau parce que je vais affronter des goons qui ont pas du tout d'armure. Et je dégage le marteau, je récupère un certain nombre de couronnes que je peux soit réinvestir dans une figurine, soit réinvestir dans un autre équipement. Oui, parce que on oublie de dire, mais il y a la possibilité disponible sur votre site d'ailleurs, des cartes d'armes supplémentaires qui peuvent comme ça avoir des effets plus intéressants ou complémentaires avec ce qu'on a déjà. Il y a la majeure partie déjà qui se trouve dans le bouquin de règles, disponible sans avoir besoin d'acheter le pack de cartes. Alors dans le pack de cartes, il y a quelques nouveaux objets, quelques nouvelles armes, pareil pour les sorts, mais la plupart se trouvent dans le bouquin de règles, et en fait... ça permet de ne pas avoir l'impression pour le joueur de payer 2 armes dont une seule utile. C'était le souci qu'on avait rencontré à Blizzard. Rien ne t'empêche de me dire je veux garder mon marteau et je lui achète une autre arme en plus. Ça, t'as tout à fait le droit. Mais ceux qui veulent optimiser, en général, sur une table de jeu, tu utilises une arme. Tu pars qu'avec une seule arme si t'as envie. Si t'as envie de partir avec 15 armes, tu pars avec 15 armes. Par contre, ça va être un guerrier qui va valoir cher. Par exemple, le Volen, petit hommage à lui, il avait envie de jouer avec très peu de figurines. Il a quand même joué la finale de France avec 2 figurines Kerops, c'est-à-dire Tarsak, Ogodai, qu'il avait suréquipé. Ils avaient armure, casque, pourpoint, armes, c'était n'importe quoi. Ouais, non, mais en même temps, ils étaient un petit peu chaud à gérer. Et il n'a pas été ridicule. Il a loin été... Pack de figues, mais si tu les joues bien et si tu crames pas tout n'importe comment, tu tiens la route avec des gars aussi solides. Avant de parler de la Francisque, puisque au niveau stats, le reste c'est pareil que l'autre. Donc, typiquement, attends, je reviens un petit peu dessus. La seule imposition au niveau des armes, c'est que tu vois, il y a un petit picto entre parenthèses pour indiquer le nombre de mains sur chaque arme. Le truc, c'est qu'il faut respecter ça. Tu peux pas avoir plus de mains que t'en as en jeu en simultané. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un marteau à une main puis à côté une hallebarde à 2 mains. Sauf si tu as la compétence hors norme. Alors là, c'est pas le cas pour les guerriers Kerops, mais la compétence hors norme simule le fait que tu pourrais avoir 3 mains en fait, ou l'équivalent de 3 mains en main. Mais sinon, voilà, t'es obligé de respecter ça. Après, tu peux en avoir autant que tu veux dans le dos, dans ton sac, etc. Et ça va te coûter 1 PA à chaque fois que tu vas vouloir changer d'arme. D'accord. Alors, il y a Hiroshi Saiba qui pose une question. Question technique, l'espace de jeu doit être au maximum de 60 par 60 ou au minimum de 60 par 60, justement pour savoir comment gérer le mouvement. Alors, nous, on conseille au minimum 60-60. Après, si vous avez envie de jouer sur plus grand, rien ne vous empêche de jouer sur plus grand. Par contre, il va falloir adapter les distances d'objectifs et de scénarios. En tournoi, en escarmouche, ce sera toujours 60-60. Ouais. En tournoi, c'est 60-60, c'est réglementé. Par contre, entre amis, si vous avez envie de jouer sur du 1,20 par 60, vous pouvez, sans problème. Même sur du 1,80 par 1,20, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Oui, après, de toute façon, si on joue en plus de 500 couronnes, on peut se faire de l'escarmouche en 1000 ou en 2000, il n'y a pas de problème. Effectivement, la table va être un peu petite en 60. Surtout si vous jouez des montures.
Ouais. Parce que là, là par exemple, la Vanguard, c'est un socle de 120 par 60. Donc, 80. Par 80. On va en 12 parler juste centimètres. après avec le guerrier 3 qui est le guerrier monté justement. Est-ce que tu Oui, peux nous c'est dire, ça, est-ce c'est que vous le pouvez même nous dire un taille de petit sol. mot sur la Francisque du coup, l'intérêt de la Francisque? Alors la Francisque, alors le marteau, son gros intérêt, c'est de détruire les armures et de faire mal à ceux qui ont des armures. La Francisque, son gros intérêt, c'est de faire mal directement. En cas de RC, tu sonnes avec le marteau, c'est important de le dire. Ouais, ça, on rentre pas forcément dans les détails ici. C'est juste, en fait, quand t'es sonné, quand tu subis l'effet sonné jusqu'à ce que ça disparaisse, tu vas payer 1 PA de plus toutes tes actions. Ouais, tu vas être étourdi, donc ça va être plus compliqué d'accomplir tes actions. Donc, La Francisque va faire RC, c'est réussite critique. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Un 10, matérialisé par un 0 sur la plupart des D10. La Francisque, elle, son gros intérêt, c'est qu'elle va faire plus de dommages directement. Ça va augmenter les dommages. Et une fois par partie, on peut la lancer pour faire des dégâts à distance. Ça, c'est le gros intérêt. Le mec, il se pensait protégé un peu loin, machin. Et bah, tu le finis à coup de hache en la lançant. C'est toujours rigolo. Ça fait toujours son petit effet qui coule. Sachant que c'est pas invalidant parce que dans le carnage, n'importe qui peut taper à main nue. Oui. Et surtout, si tu l'as lancé et que le mec décède, se transforme en carcasse, tu peux aller récupérer une munition sur le cadavre en le pillant, donc tu peux récupérer ta Francisque. Elle fera un peu de dégâts en moins. Elle fera un peu moins mal, elle perdra un petit peu en efficacité parce qu'elle sera émoussée, mais en attendant, tu peux la récupérer sur son cadavre en lui crachant dessus, en t'essuyant les pieds, en faisant ce que tu veux. De toute façon, c'est obscène, c'est un jeu médiéval. Voilà, la petite parenthèse sur les frappes à main nue, quand t'as pas d'arme, en fait, ça va pas changer. Par exemple, typiquement, quand je tape avec mon marteau, avec ma Francisque, je vais rajouter un dégât, mais sinon, je tape avec n'importe quelle arme, je vais faire la carac que j'ai choisie en dégâts. Donc, typiquement, j'ai 5 en corpulence avec mon guerrier. Bah, si j'ai choisi ces dégâts, si mon attaque passe, que ce soit avec un marteau, à main nue, etc., je vais faire 5 dégâts. Et derrière, si jamais il y a une armure sur l'adversaire, on va tester l'armure. Et l'armure, potentiellement, va retrancher des dégâts à ce total. C'est 5 dégâts. Je parle pas de critique, etc. C'est les dégâts de base. Et ben, quand je vais être avec mon marteau, quoi qu'il arrive, le type va tester son armure, il va cocher une case d'armure, son armure va s'abîmer. Quoi qu'il arrive, si jamais je suis à main nue, je ferai autant de dégâts potentiellement, mais j'abîmerai jamais l'armure de l'adversaire. C'est la grosse différence entre les armes et le combat à main nue. Parce que dans le jeu, les armures sont destructibles. Plus on va les utiliser, plus elles vont être détruites. Sauf si on se fait taper dessus à main nue, où là, l'armure ne sera pas abîmée. Voilà. Alors, sur les guerriers, je veux préciser un truc, parce que ça vous a peut-être pas sauté aux yeux, mais ça a été une grosse polémique pendant longtemps, les gens comprenaient pas pourquoi, etc. On a un profil de guerrier 1 avec le marteau, on a un profil de guerrier 2 avec la Francisque. Le marteau vaut 14 couronnes, la Francisque vaut 9 couronnes, et pourtant, les profils ont le même coût, c'est-à-dire que le guerrier niveau 1, le guerrier 1 ou le guerrier 2 valent tous les deux 79 couronnes. Et donc on se dit, voilà, si j'enlève l'arme, il y en a un qui vaut 65, et il y en a un qui vaut vachement plus. On descend, attends, je fais mon petit calcul, 14, 79, 65, et l'autre, si j'enlève que 9, il vaut 70. Donc il vaut 5 couronnes de plus, évidemment. Sachant que c'est exactement les mêmes profils à l'arme près. C'est exactement les mêmes profils. Et donc ça a été une polémique pendant très longtemps, les gens comprenaient pas pourquoi on avait fait ce bug sur les cartes. Ça n'est absolument pas un bug. C'est qu'en fait, on est obligé de respecter les limitations. Et donc, si jamais tu veux jouer les guerriers à 65 couronnes de base, tu vas jouer les guerriers 1, mais tu pourras pas en jouer plus de 3. Et donc, si jamais tu veux jouer un 4e guerrier niveau 1 chez les Kérops, tu vas être obligé de le payer 70 couronnes. Parce que tu seras obligé de prendre le guerrier 2 au minimum, ou le guerrier 3 par exemple. Mais en fait, c'est une limitation en coût. Plus tu vas multiplier le nombre de faibles niveaux, et au bout d'un moment, plus ça va te coûter cher, puisque au-delà de 3 guerriers niveau 1, ça coûtera 5 couronnes de plus. Et c'est ça qu'on a voulu retranscrire, c'était pas du tout un pain ou une erreur de notre part. C'était pas une coquille, quoi, en gros. Voilà, c'est pas une coquille. Par contre, effectivement, si tu prévois de changer d'arme, on t'invite à prendre un guerrier 1, tu gagneras 5 couronnes. D'accord. Alors on continue. Mais quand on parlera du lieutenant, typiquement, on comprendra pourquoi c'est intéressant, parce que le lieutenant va augmenter la limitation des guerriers de 1, et donc on va pouvoir passer à guerrier 4, enfin en limitation 4 sur les guerriers 1, et du coup, on va pouvoir jouer 4 guerriers à 65 couronnes. Et au final, on se rend compte que le lieutenant nous fait gagner 5 couronnes. Bah c'est pas mal, effectivement. Mais on en parlera tout à l'heure. Allez, on continue sur les guerriers, comme ça on les aura tous faits. Avec le guerrier 3, donc c'est le guerrier monté.
avec sur le Keylodge, voilà comment. Ouais. Sur le Keylodge, ouais. Voilà. Donc là, c'est le profil où il est monté sur le Keylodge, on est d'accord. Puisque je crois qu'il y a un profil où il y a que le Keylodge, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, les montures à Carnage sont un mix entre un être vivant et un équipement. C'est un équipement que tu vas payer pour une figurine et ça va lui apporter des bonus, des points de vie, des règles en plus de lui augmenter sa taille de socle. Ouais, voilà, en termes de règles, c'est juste un équipement, mais c'est une figurine qui a ses propres points de vie, etc., quoi. D'accord. En termes de jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut taper la monture ou le personnage, ou on tape en premier la monture? C'est ça. Alors tu vas pouvoir taper soit l'un soit l'autre et tu vas pouvoir comme ça avoir une gestion de 2 poules de points de vie. Soit t'affaiblis un petit peu chacun, soit t'en affaiblis qu'un. Par contre, dès que le cavalier décède, la monture se barre. Donc t'as tout intérêt à ce que la monture meure avant le cavalier. Ou en simultané. C'est à toi de gérer en répartissant, parce que c'est le possesseur de l'équipage qui va décider comment il répartit ses points de vie. Et donc, sachant qu'on peut pas mettre plus de points de vie que ce que n'en possède l'un des deux, c'est-à-dire le cavalier ou la monture, typiquement, je te fais 10 dégâts, il reste 5 points de vie sur la monture, je vais pas mettre 5 points de vie à la monture et la différence sur le cavalier. Voilà, et le reliquat sur le cavalier, les 5 points de vie surnuméraires sont perdus, quoi. Donc, en fait, c'est le possesseur de l'équipage qui va décider et qui va jongler comme ça pour essayer de faire durer le plus longtemps. Totalité des dégâts d'une attaque doivent aller sur la même cible. C'est-à-dire que l'attaque fait 15 dégâts, je peux pas dire j'en mets 5 au cavalier, 10 à la monture. Non, c'est 15 qui partent soit sur le cavalier, soit sur la monture. Ah, okay. Voilà, ça c'est encore un truc qui va aider. Maintenant, le guerrier 3, si tu as envie de le jouer en tant que piéton, typiquement, tu peux prendre la figurine du lieutenant, puisque c'est exactement cette figurine-là, et il est équipé justement du fauchard que possède le guerrier 3. Ah justement, on parle de l'arme, donc quel est l'intérêt du fauchard en termes d'armes? L'intérêt du fauchard, c'est l'intérêt qu'ont trouvé beaucoup de Kérops aux armes à allonge. C'est-à-dire que dans le jeu, normalement, on tape à 0,5 autour de soi. On peut taper un petit peu plus loin quand on est un tembo, parce qu'on a des grands bras, et selon les armes, elles vont apporter un bonus pour taper de plus en plus loin. Une arme à allonge, typiquement, sans précision autre, va permettre de taper jusqu'à 2 toises. On est quand même sur du 8 cm. Au lieu des 0,5 autour de soi. Ça veut dire qu'on peut aller choper quelqu'un très loin, voire aller choper quelqu'un en étant planqué derrière un allié. Donc on a un allié tank devant, et depuis derrière, avec sa petite lance, on vient piquer devant le mec qui nous fait chier. Ouais, parce que typiquement, là, les guerriers de base ont des socles de 50 mm, donc ça fait une toise un quart, en fait. Donc avec mon fauchard, je peux très bien avoir un rang de premier guerrier et taper sans être inquiété par l'adversaire, quoi. Voilà. C'est l'un des gros intérêts des armes à allonge, c'est de pouvoir taper très loin. Et quand on se déplace pas très vite, ça permet de pas devoir courir trop loin pour choper quelqu'un. Ça augmente encore la distance de contact des Kérops, et ça, c'est pas négligeable. Et puis, le fauchard, il est intéressant dans le sens où tu vas rajouter systématiquement ta stature à ta valeur d'attaque dès que tu fais une attaque à 3 PA. Alors, il faut savoir que quand on charge dans le jeu, pour représenter l'impact de la charge, on rajoute la stature au seuil d'attaque. Ça, normalement, ça arrive que sur la première attaque de charge, pour représenter l'impact. Là, grâce au fauchard, dès qu'on fait une attaque à 3 points d'action, on va pouvoir rajouter la stature comme si on avait chargé. Ce qui va faire des seuils indéfendables pour l'adversaire, et ça va faire quasiment des attaques qui passent automatiquement. Voilà. Ok, très bien. C'est assez monstrueux. Tout en gardant ses distances pour ne pas subir de contre-attaque si jamais l'adversaire arrive à contrer le coup. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais toi t'as allonge et donc que t'es à 2 toises sur ton adversaire et que ton adversaire n'a pas cette allonge-là, il va pouvoir se défendre pour essayer d'éviter les effets et les dégâts. Mais la seule chose qu'il va pouvoir faire en effet, si jamais il veut absolument faire les effets, il pourra pas te repousser, il pourra pas te faire d'attaque gratuite parce que il est pas dans ta zone de contrôle. La seule chose que tu peux faire en tant que défenseur, c'est utiliser la vitesse, soit pour rentrer dans la zone de contrôle de l'adversaire, soit pour t'en sortir
Et donc, la longe, c'est génial, parce que tu risques rien, en gros, quoi. On a tous déjà vu cette image-là d'un grand qui tient un bout de bras à un gamin ou autre, et le petit qui essaye de mouliner sans jamais toucher le corps du grand. Ça représente vraiment ça, la longe, c'est-à-dire que si on est trop loin, nous, on va pouvoir agir, par contre, l'adversaire va pas pouvoir agir. Et puis, typiquement, ça fait saignement 1. On l'a vu, c'est un truc qui va te faire perdre 1 point à chaque activation, sauf chez les Kérops. Okay, donc c'est vraiment une bonne arme. C'est pour ça qu'elle vaut 30 couronnes. C'est une très très bonne arme. Et elle n'existe pas dans les packs d'armes. C'est vraiment une arme Kérops que ce profil-là a initié. Le profil du guerrier 3 et du lieutenant sont les seuls pour l'instant à avoir le fauchard. Ben voilà, donc on fait la bonne jonction. Donc le lieutenant qui effectivement, et tu me disais la figurine qui était sur le Kélod, donc le voilà, le lieutenant. Donc il a peau dure, charge brutale, SDG 1. Alors à quoi ça correspond? Seigneur de guerre 1. D'accord. Alors en mode bataille, on va pas forcément activer toutes les figurines de ses fers de lance, de son host. Parce qu'on va avoir un certain nombre de points d'activation qui vont être définis avec tout un tas de règles. Et là, le Seigneur de guerre 1 permet de générer, si c'est lui le chef, de générer un token d'activation pour pouvoir s'activer quoi qu'il arrive. Ou si ça le devient, ouais. En fait, pour déterminer le nombre de figurines que tu pourras activer en mode bataille, tu prends la valeur de Seigneur de guerre, de ton Seigneur de guerre, de ton chef absolu de ton host, le nombre de fers de lance que tu possèdes, et ton niveau, je crois. Non, l'intelligence. Et ton intelligence, oui, pas le niveau de ton seigneur de guerre, mais son intelligence. Et tout ça va te donner un pool de marqueurs d'activation, en fait, que tu vas pouvoir répartir sur tes figurines, sur des différents profils. Et ceux-là vont s'activer. Donc, selon ta tactique, ça peut être intéressant d'avoir une grosse valeur de seigneur de guerre ou pas. Parce qu'en fait, ceux que tu vas pas activer vont récupérer leur PA dès le début du tour et donc vont pouvoir se défendre correctement. Par contre, ils pourront rien faire d'autre que suivre ceux qui s'activent. Et donc, selon ce que tu veux faire, c'est intéressant d'avoir un gros seigneur de guerre ou pas. Mais là, typiquement, si on prend le cas du lieutenant, si c'est ton seigneur de guerre, ton chef suprême de ton armée, il a intelligence 3, donc il va générer 3 marqueurs d'activation. Derrière, tu as minimum 3 fers de lance. Donc ça met 3 jetons d'activation en plus. Donc on est à 6 pions d'activation. Il est seigneur de guerre 1. Il génère un 7e point d'activation qui va pouvoir être que pour lui. Et sur les 6 points qui te restent, tu vas devoir les répartir sur le nombre de figurines que tu as dans ton host. Et seules ces figurines-là vont pouvoir s'activer. Voilà. Okay. Et typiquement, les figurines qui étaient sorties avant le mode bataille, Ogodei, Tarsak, etc., ont été révisées dans le bouquin de bataille. Elles ont une valeur et une compétence Seigneur de guerre X qui est précisée. Le bouquin de bataille a permis aussi de rééquilibrer, de mettre à jour certains profils. Et il y a tout un tas de compétences comme ça. Je pense à Bon, Rusé, Riposte, etc. Tarsak, Chop, Riposte, par exemple. Et ça a été mis à jour dans le bouquin de bataille. Ce qui le rend particulièrement monstrueux. Ouais, Riposte, c'est bien pour lui. Et c'est bien. Le lieutenant permet aussi d'apporter un petit bonus qu'on expliquait tout à l'heure pour les guerriers. Ça représente vraiment, comme on le disait dans le fluff, la chaîne de commandement. Donc là, c'est l'un des premiers maillons de la chaîne de commandement. Ça apporte un petit bonus sur les guerriers. Voilà, alors typiquement, on se retrouve, si on reprend notre exemple de guerrier marteau, dont on a enlevé le marteau, avec des guerriers niveau 1 à 65 couronnes, qui passent à limitation 4. Du coup, on va pouvoir avoir 4 guerriers. Alors, non équipés de base, après on choisira ce qu'on leur met. Il y a des armes gratuites, il y a des armes payantes. Mais 4 guerriers niveau 1 pour 230 couronnes, c'est-à-dire moins de la moitié du fer de lance. On a 4 bourrins niveau. Alors, c'est des niveaux 1, mais c'est quand même 4 mecs qui tiennent le pavé avec 30 points de vie chacun, etc. En plus, le lieutenant à 118. Il nous reste encore 150 points à mettre, donc on peut aller chercher un bon petit buff, ou les équiper correctement, ou leur rajouter une petite forgeronne, une petite tambour pour augmenter la charge brutale, des choses comme ça. Et ça fait un truc qui tient la route, et on se retrouve avec quand même un fer de lance à 6 Kérops. Et c'est l'une des rares occasions où on peut jouer 6 Kérops sans être ridicule, quoi, sans avoir que du niveau 1, parce que le lieutenant est 2. Et puis on a forcément un niveau 2 à côté, forgeron, bourreau, que sais-je, tambour, parce que les 3 Sval, ils amortent chacun un truc sympa. Alors justement, on va parler de la tambour. Voilà. Alors la tambour, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur cette figurine? Bon,
La caractéristique c'est durée charge brutale, mais voilà, dites-moi en plus. C'est une fille, ce qui est déjà pas mal, parce que elles sont pas nombreuses. La tambour a des stats pas trop mauvaises quand même pour le niveau 2. Ouais, c'est même carrément sympa parce que c'est un peu spécial. Et surtout, son gros intérêt, ça va être de booster les Kerops dans son aura de mémoire. À 5 toises en fait. À 5 toises, c'est mieux que dans l'aura. C'est mieux que dans l'aura. Donc ça va permettre de booster la charge brutale des Kerops pour qu'ils chargent encore plus loin. Donc c'est un bon support en fait. C'est un très bon support parce que charge brutale X, c'est valable, donc elle augmente de +1 cette charge brutale X. Typiquement, c'est valable pour tous les Kerops, pas seulement les guerriers. Donc un berserker qui a charge brutale 4 va passer à 5, c'est-à-dire que le mouvement de charge va l'amener à 7 toises, la moitié du terrain. Il traverse la moitié du terrain. Mais c'est un bon modèle canon. Entre le mouvement gratuit et le premier mouvement payant, il a traversé la table. Voilà. C'est ça. Ok, donc avec le tambour en l'occurrence. Avec le tambour. Voilà. Le tambour, c'est une figurine si vous voulez aller impacter très rapidement l'adversaire. C'est une figurine qu'il vous faut absolument, sachant que derrière, en plus, elle est pas ridicule au niveau caractéristique. Typiquement, elle a les mêmes caractères qu'un guerrier niveau 2. Et surtout qu'elle a 2 relances sur les pions objectifs. C'est-à-dire que c'est une. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir gérer assez facilement les objectifs, puisqu'elle a 2 relances en objectif si jamais elle se loupe. Donc une fois qu'elle a amené ses guerriers à destination en les faisant charger plus rapidement, qu'ils ont déblayé un petit peu la route, elle se faufile et elle gère les objectifs. Et alors elle a un marteau de base comme le guerrier 1, mais il n'y a rien qui empêche de gagner ces 14 couronnes-là et d'aller l'équiper avec autre chose, quelque chose qui serait un peu plus défensif typiquement, parce que son but c'est pas forcément d'aller au front, sauf quand il y a besoin et que la première ligne s'est fait défoncer. Mais moi j'aurais plus tendance à lui mettre quelque chose qui va rapporter un bonus défensif. La bâtarde elle est magnifique pour ça, mais il y a plein d'autres équipements qui sont sympas. Si on a des points, une hallebarde, typiquement, ça va ramener +3 en défense, ça va faire +1 dégâts, ça devient carrément une pièce à éviter. Et avoir une pièce qui booste et qui vaut mieux éviter, c'est très intéressant psychologiquement pour l'adversaire. Alors, avant de passer, c'est clair. On va passer à la forgeronne, mais avant de passer à la forgeronne, j'ai Hiroshi qui envoie une petite pique, je pense que c'est mes destinés. Ça n'a pas d'incidence néfaste le fait de courir comme un dératé sur la moitié du terrain sans réfléchir. Un berserker, si, en général, ça fait très mal à l'adversaire, mais après, il le paye cher. Et le berserker, ça fait mal, comme son nom l'indique, mais ça se défend pas bien. Il a un potentiel de dégâts qui est monstrueux, par contre, en général, une fois qu'il a fait ça, il prend des baffes de tout. Voilà. Il finit pas bien, en général. Mais on le verra, le berserker, il est vraiment taillé pour aller buter la menace la plus importante en face. On le lance au bon moment et puis il fait son taf. Et après, une fois qu'il a fait son taf, de toute façon, en général, il a bouffé à peu près sa valeur en points. Et donc on a rééquilibré un peu la donne, sauf qu'on peut être plus serein. Il y a un gros en face qui est mort, quoi. Ouais. En plus, quand t'as un peu de chance comme Lionel, je vois Marc qui découvrait le jeu avec ses Tembo et ses Mist, il s'est fait one-shot un Tembo par un berserker qui a chargé à travers la table. Ça fait mal. C'est un peu comme les Tembo qui chargent, quoi. Si on se prend le Tembo sur la figure, c'est un peu pareil. Voilà, ça peut surprendre. Ah ouais, c'est monstrueux. Et c'est l'un des avantages et des inconvénients du berserker, c'est qu'il a un potentiel de dégâts qui est monstrueux, parce qu'on dépasse les 30 points de dégâts sans trop se forcer. Le souci, c'est que c'est souvent de l'aléatoire. Donc si on fait pas des bons jets de dés sur les dégâts, on va pas atteindre les 31, mais on va atteindre un confortable 15-20 points de dégâts, ce qui est déjà monstrueux. Ça met la moitié du jeu en PLS. C'est ça. Mais ça suffit pas pour aller buter les gros niveau 3 en face. Mais donc potentiellement, il peut one-shotter un niveau 3 avec un peu de chance, mais s'il a pas de chance, il va quand même le mettre à moitié de vie. Ce qui est quand même pas dégueulasse, loin de là. C'est clair. Et je vous propose qu'on accélère un tout petit peu, messieurs, parce que mine de rien, le temps passe et on a pas fait beaucoup de figurines. Enfin, si, on a bien avancé. Mais... typiquement un peu plus agile, donc c'est toujours intéressant de pouvoir, avec un Kerops, se battre avec l'agilité et se défendre aussi avec l'agilité. L'agilité permet de tirer dans le jeu.
Voilà. Réceptif, c'est ce qui va permettre de lancer des sorts sur elle pour qu'elle en bénéficie et juste avoir besoin de faire 2+, puisque en fait, bah, elle va juste super bien encaisser et accepter les sorts qu'on lance sur elle, mais les sorts bénéfiques, hein, bien sûr, parce que c'est toi qui décides. Stable, et ben c'est simple, quand on va essayer de te repousser avec la corpulence, avec l'effet de la corpulence, bah, tu vas rester sur place. Et les guerriers Kérops dans son aura gagnent brutalité 1, c'est assez monstrueux, ça veut dire que en fait, quand tu utilises l'effet de paix, tu augmentes de 1 les dégâts que tu vas faire. Quand tu utilises 2 fois l'effet de paix avec une attaque à 3 PA, tu augmentes de 2. Et ben quand tu as brutalité 1, tu utilises 1 fois l'effet de paix, ça va faire 2 dégâts au lieu d'1, tu utilises 2 fois l'effet de paix, ça va faire 4 dégâts au lieu de 2. Voilà. Effectivement, ça fait mal. Ça met tout de suite beaucoup plus. Quand une arme est affectée, ça fait plus mal. Voilà. Tu rajoutes une petite pointe au marteau, ça s'enfonce mieux. Enfin, on imagine tout ce qu'il peut faire en tant que forgeron pour booster les armes. Et le Ophi, son arme, elle est pas du tout anecdotique. Hein, c'est vraiment. Pour le coup, c'est le nom d'un des marteaux des forgerons, des vrais forgerons. C'est le marteau qui sert à marteler et à donner la forme aux pièces d'armure, typiquement le Ophi. Et il confère la compétence exécuteur à la forgeronne. Exécuteur, c'est tout bête. C'est une fois par activation, tu vas pouvoir dire cette attaque-là, bah, elle fait un des 10 dégâts de plus. Ça peut faire du bien. C'est pas rien, oui, effectivement. Et donc, du coup, elle a un autre effet, l'autre effet, c'est de pouvoir créer des armes. Hein. C'est bien ça avec le Borax, c'est ça? Créer des armes. Oui, c'est ça. Alors, le Borax, c'est la petite carte à côté. Tu vas pour 5 couronnes pouvoir donner spécialiste défense et attaque à tes guerriers. Alors c'est 5 couronnes par guerrier, hein, mais spécialiste défense et attaque, ça veut dire que tes 1 ne sont plus des échecs. Voilà, donc tu les comptes quand même. Alors, on se dit, bah oui, mais enfin, c'est un peu ridicule, je vais prendre 3 fois ma carac qui est à 5, je démarre à 15, plus ma charge, je suis à 20, je fais un 1, bah oui, bah 20 c'est déjà difficile à défendre, donc 21 c'est encore plus difficile à défendre, et du coup t'as pas raté ton coup. Là où, effectivement, quand tu fais une attaque à 1 PA, c'est pas très utile parce que ça va faire 6, donc ça va être très facile à défendre. Quand tu es en charge ou quand tu mets le max de PA, etc., bah, c'est pas anecdotique parce que le seuil de base est tellement élevé que bah, ça fait que ton attaque est pas ratée. Et ça, c'est vachement intéressant. Pareil en défense. Et puis, bah, si jamais tu dépenses 10, alors là, il faut penser à mettre une armure au départ sur les guerriers, mais si tu veux vraiment faire une formation tortue, si tu dépenses 10, tu vas filer instinct de survie grâce à l'armure de tes guerriers Kérops. Et là, ça change complètement la physionomie du jeu. Ça change complètement la façon de jouer les Kérops. Quand tu joues Forgeron avec du Borax armure, en fait, tu vas jouer Kérops comme si tu jouais des Fangs. Et c'est très perturbant pour l'adversaire. C'est plus cool, l'instinct de survie. Les fangs, c'est le l'instinct de survie, en fait, ça permet de fuir en plus de se défendre. Quand t'as bien défendu, tu peux faire un mouvement gratos. C'est ça. Donc non seulement tu vas coller tes dégâts, coller tes effets en défense, et en plus tu vas te barrer. Donc ça peut faire des trucs très drôles en défense, parce que si tu repousses ton adversaire et qu'en plus tu te barres, soit tu l'accompagnes pour le narguer, soit tu te mets à distance et il peut plus te charger. D'accord. Très bien. On passe ensuite au Berserker. Alors j'ai mis les 2 profils volontairement pour montrer que c'est une figurine que vous pouvez jouer sur deux factions différentes. Version elle sera Berserker chez les Kérops, et elle sera brute pour la Guilde Noire, mais c'est pas du tout le même profil. Ouais. Alors est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de la brute ou pas du tout? Non, on va parler du Berserker, mais c'était juste pour montrer qu'il existe aussi en Guilde Noire, et que donc du coup c'est une figurine qui est polyvalente, voilà. C'est ça. Il y a certaines figurines comme ça qui vont exister dans des profils Guilde Noire pour pouvoir compléter la Guilde Noire. Et typiquement, elle est fournie avec 2 armes au choix dans le blister. Donc tu peux vraiment la personnaliser, soit Kérops, soit Guilde Noire. Donc le Berserker, on en a déjà parlé un petit peu, c'est une brute sans nom qui traverse la table pour massacrer quelqu'un. Voilà. Donc peau dure, on connaît. Hein. Brutalité 3, on l'a expliqué juste avant avec... Avec la Forgeron, brutalité 3, quand tu utilises l'effet de paix, ça va pas faire plus 1 dégât, ça va faire plus 4 dégâts. Donc quand tu utilises 2 fois l'effet de paix avec une attaque à 3 PA, ça va faire plus 8 dégâts de base. Sachant que s'il prend P de base pour faire les dégâts, il en rajoute 6, donc on est déjà à 14 dégâts, sans avoir utilisé d'armes, sans avoir utilisé de compétences outre mesure. De base, ça veut dire qu'en fait, il va, typiquement quand il charge,
fais une attaque à 3 PA, je prends 2 fois P, 1 fois C par exemple, donc 18. Je rajoute ma stature parce que c'est une charge. Je démarre à 23 d'attaque, de seuil de base, plus les dés. Hein. Et si jamais ça passe, ça fait 14 sans rien faire. Voilà, donc, mais derrière, il est exécuteur. Donc si tu as décidé que c'était cette attaque-là qui faisait plus un des 10 dégâts, et ben ça peut faire potentiellement 24 dégâts. Et si jamais c'est un critique, si jamais tu as fait un 10, tu rajoutes ta stature, donc on passe à 29 dégâts. Sans forcer. Voilà. Mais en plus, si tu as mis son étoile de la mort, bah, il fait saignement 2. Donc tu sais que ça va faire 31 dégâts quoi qu'il arrive. C'est ça. Voilà. Il fait très vite très mal. C'est ça. Par contre, il encaisse comme une... pas grand-chose. En fait, il encaisse quand même plutôt bien parce qu'il a quand même pas mal de points de vie, mais il va avoir du mal à se défendre, et de toute façon il n'est pas là pour se défendre, tu vas avoir tendance à tout dépenser en attaque, et il va prendre ce qu'on lui donne. Et donc il va falloir quand même dépenser pas mal de ressources parce qu'il a beaucoup de points de vie, mais toutes tes attaques contre lui vont quasiment passer. En fait, le souci, c'est qu'il n'a pas le droit de se défendre à 0 PA. Et donc en fait, si tu t'en sers comme il est destiné, c'est-à-dire que tu craques tout en attaque pour vraiment massacrer le mec en face, ou les mecs en face, et ben tu n'auras plus de PA. Et donc si tu n'as plus de PA, de toute façon tu ne pourras pas te défendre avec lui. D'accord. Ça, j'arrive pas ce soir. Et donc, bah oui, c'est vraiment un glass cannon, comme on les appelle. Hein. C'est vraiment un mec qui est fait pour aller cibler le plus méchant d'en face et puis le massacrer. On peut le jouer différemment, mais il a vraiment été conçu comme ça. La preuve, c'est qu'il a 2 relances, mais seulement en attaque, quoi. Il a 1 en intelligence, il a 1 en agilité, c'est pas pour rien. Non, effectivement, c'est la figurine qu'on peut pas ignorer, le Berserker. Non, il faut savoir où elle est sur la table. Faut savoir où elle est sur la table, soit pour lui donner à manger, pour l'occuper dans un coin, le ralentir, soit pour te mettre suffisamment loin pour qu'il ait dépensé trop de PA pour te faire réellement mal. Enfin, faut vraiment savoir le gérer. Donc il y a différentes manières de le gérer. Soit on lui donne à manger et le temps qu'il s'occupe d'un truc, bah, on a le temps de faire autre chose. Soit on le pourrit à la magie pour qu'il bouge plus, soit on le tire comme un lapin avec des tireurs. Enfin, ça reste un mec gérable. Hein. Il est gérable, en fait. On peut pas l'ignorer, vraiment, comme tu dis, quoi. Et donc, c'est une épine, quoi qu'il arrive, une fois qu'il est dans la truc. Alors, il est berserk saignement aussi, ça mérite qu'on en parle. L'état berserk dans Carnage va être déclenché par un effet. Ou une condition de jeu, ou peu importe. Là, c'est berserk saignement, c'est si à un moment donné il se met à saigner, il va passer dans l'état berserk. Quand on est en état berserk, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va charger le mec le plus proche et on va lui défoncer la mouille. Grosso modo, c'est comme ça que ça va se passer. C'est que ce soit un allié ou un adversaire, c'est le plus proche qu'on va chanter et on va toujours avoir les bonus, comme si on était en charge pour lui massacrer la tête. Okay. Donc ça peut être très gênant. Mais ça peut être très intéressant, typiquement, d'aller justement charger dans les lignes ennemies, défoncer le plus gros, celui qui nous embêtait, et après, bah, avec un petit bourreau, on va en parler dans pas longtemps, ou un petit prêtre, le faire saigner. Le faire saigner à distance, ou le faire saigner avec un autre Kérops, et puis du coup, carrément énerver le copain pour qu'il massacre tout en face, parce que il aura son plus 5 de base sur toutes ses attaques. Ok. Voilà. C'est un très bon profil, mais il faut savoir le gérer et quand on le possède et quand on l'affronte. Ok. On va passer ensuite au commandant, que là j'ai mis capitaine et commandant en l'occurrence. Ouais, c'est les 2 échelons supérieurs au lieutenant, hein, et qui vont globalement c'est des guerriers plus. C'est-à-dire qu'on va les retrouver exactement avec les mêmes capacités qu'avant. Et ils vont apporter un bonus de plus en plus important aux troupes qu'ils dirigent. Alors ils ont un tout petit peu plus de points de vie, 2 de plus pour le capitaine, 4 pour le commandant. Par rapport aux guerriers, je parle. Surtout le gros intérêt, c'est que tous les 2 possèdent une armure de base qui va leur permettre d'encaisser encore plus. Voilà, parce que c'est les profils qui sont un peu chers, on est à 150, 165, il faut pas oublier qu'il y a déjà 30 couronnes d'équipement dessus, donc en fait on est à 120, 145, 135, donc c'est pas si cher que ça pour ce qu'ils font, dans le sens où peau dure, on connaît, autorité 2, ça veut dire que à un moment donné je vais pouvoir, attention je mélange peut-être avec chef de guerre. Autorité, tu dépenses tes dés de maîtrise à la place d'un allié. C'est ça. Autorité 2, ça veut dire que je vais pouvoir aller dépenser 2 dés de maîtrise pour des alliés qui sont à côté. Du moment qu'on respecte le domaine. C'est-à-dire que si on fait autorité sur un pion objectif,
Et ben, si le capitaine a le pion objectif, a le symbole objectif, il peut faire relancer un mec qui tente de faire un objectif, etc. C'est vraiment une injonction, un ordre qu'on donne pour qu'il réussisse son action. Ok. Voilà. Charge brutale 1, bon bah ça c'est la même chose. Charge brutale 2 sur le commandant, c'est toujours la même chose. Chef de guerre 1 et chef de guerre 2, ça va faire qu'en fait, à un moment donné, une fois dans la partie, tu vas pouvoir dire, ce tour-ci j'ai un PA ou 2 PA de plus. Ok. En fonction du nombre d'amis qui sont dans ta zone de commandement. Voilà, et là c'est très intéressant parce qu'un commandant qui va faire une activation à 11 PA, ça fait le taf. Ah bah ça, ouais, tu m'étonnes. Ça surprend. Et Sadique, ça cumule bien avec ça finalement, puisque Sadique, en fait, tu vas pouvoir rajouter X dégâts pour XPA. Sachant que le Sadique, c'est une fois que le résultat de l'attaque est connu. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu dois annoncer avant si tu utilises exécuteur, si tu fais quelles caractéristiques tu utilises, etc. Là, Sadique, c'est une fois que tu sais que ton attaque passe et que l'autre n'a pas défendu, bah tu peux dire je dépense XPA pour faire X fois plus mal. Typiquement, il reste 13 points de vie en face. Bah, je fais mon attaque, j'ai 6 dégâts parce que j'ai utilisé ma corpulence. J'ai fait un critique, ça fait 5. Ça me fait 11 dégâts. Oh bah je vais dépenser un PA de plus pour que tu meurs. Et oups. Et c'est situationnel, mais c'est très intéressant. Et puis bah le glaive de commandement, c'est une petite arme assez sympa parce que c'est un truc qui va te permettre de défendre un peu mieux, mais d'infliger un petit saignement pour une main. Donc c'est une très bonne arme. Après on peut s'en passer. Ça te rapporte 15 couronnes quand même. Ça te donne une bâtarde à la place, par exemple. Si jamais tu veux plus fiabiliser ton profil et donc avoir un plus 3 en attaque et en défense, moi j'aurais tendance à mettre plus une bâtarde que le glaive de commandement. Mais sachant que les pouvoirs du capitaine et du commandant s'activent quand tu fais saigner tes adversaires, c'est pour ça qu'on a un glaive de commandement qui fait un petit peu pisser le sang, parce que justement ça va permettre d'activer les pouvoirs du capitaine et du commandant. Après, tu veux peut-être pas qu'on les décrive, peut-être qu'on passe à la suite. On va passer à Okodai après, si ça vous dérange pas, messieurs. Pas de souci. Donc les ordres, on vous laissera les trouver, mais ils sont assez sympathiques. Voilà, le capitaine, quand il fait saigner, il file héroïque, c'est-à-dire qu'il va filer plus un dé en attaque au guerrier. Ogodai, donc l'un des 3 frères, le plus gros, le plus méchant, le plus vieux, celui qui a le plus de bouteilles, mais pas forcément plus de jugeote. Alors là, par contre, il y a une petite coquille. Effectivement, sur le marteau, il manque le mot clé allonge. Voilà. Alors, soit comme tu as récupéré ça sur le site, peut-être qu'on l'a modifié, mais sur les cartes physiques, il manque le mot clé allonge, parce que c'était pas drôle s'il tapait pas plus loin. Effectivement, il est pas c'est l'arme la plus longue. Donc c'est un monstre, c'est juste un monstre à tous les niveaux. C'est une brute à l'état pur, faut pas lui demander de réfléchir. Il fonce tout droit, il tape, et avec la longe de son marteau, il peut même taper depuis l'arrière de ses lignes. Donc il peut rester un petit peu protégé. Alors dans les trucs qu'il n'y a pas chez les autres, pour l'instant qu'on n'avait pas vu comme compétence, on a repoussement. Repoussement, c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu utilises l'effet de C, l'effet de la corpulence, tu vas repousser de la moitié de ta corpulence l'adversaire. Typiquement, il a 6 en corpulence, tu repousses de 3 toises l'adversaire. Ben là, comme il a repoussement, en fait, avec un seul effet, il a repoussé de sa corpulence complète. Donc il envoie les mecs voler à 6 toises, à 24 cm, quand même, à plus d'un tiers de la table. Et c'est là que les éléments de décor vont être importants, et le placement aussi. C'est ça. Les éléments de décor, effectivement, si tu les percutes involontairement, donc si on t'a repoussé, bah, tu vas subir des dégâts de collision. Donc là, c'est un bon joueur de bowling, en fait. Ouais, c'est ça. Après, il vaut ses 165 points de couronne. Ouais, il les vaut. Ah, il faut largement. Alors, il est stable, comme la forme. Voilà. Donc il repousse les autres, mais on le repousse pas facilement. Et après, si tu t'amuses un peu comme Volen à en faire un monstre, bah tu lui rajoutes des armures, des pourpoints, des cervelières pour booster sa défense. Et ça devient une véritable plaie parce que il dépense tout en attaque et derrière, grâce aux armures, il encaisse comme un dieu. Donc alors en plus, il apporte plus 3 en soutien. Ce qui fait que même les guerriers 1 à côté de lui deviennent des bons gars, parce que quand t'as plus 3, que ce soit en attaque ou en défense, t'es quand même un petit peu meilleur, hein. C'est pas une petite caractéristique.
et il ignore les soutiens adverses. Donc il s'en fout de rentrer dans un cac où il y a déjà 5 mecs, parce que de toute façon les autres n'auront pas de bonus. C'est ça. Il va taper dessus comme s'il était tout seul. C'est vraiment un briseur de ligne. D'accord. Et il paye 10 couronnes de moins les armes à deux mains, sachant que son marteau est une arme à deux mains, ça s'applique. Donc son marteau vaut pas 40 couronnes, mais 30. D'accord. Ouais, c'est... Et honnêtement, prendre autre chose que son marteau, c'est pas forcément intéressant. Donc, qu'on soit bien d'accord, ça veut dire que les 30 points du marteau ne sont pas comptés dans les 165 points de la figurine. Ouais, il vaut 195 avec son marteau. D'accord. Ok. Mais tu les payes sans problème. Hein. C'est véritablement un monstre. Ok. Allez, on va passer, je crois que c'est la dernière figurine que j'ai à disposition pour vous montrer, parce que je me suis basé sur votre site. Hein. C'est donc Tarsak. Le plus jeune frère, alors lui, c'est pareil, il transpire pas l'intelligence. Et lui, il va être plutôt axé sur le combat avec deux armes. Deux armes à une main. Et il tabasse à ce niveau-là parce qu'il va gagner sa compétence spéciale, c'est d'avoir des attaques bonus. Une fois par partie, il peut faire 2 attaques gratuites. Donc ça, c'est assez monstrueux quand on l'utilise au bon moment pour déchaîner les enfers sur une figurine et découper à peu près n'importe qui. L'inconvénient, c'est qu'il va taper un petit peu moins fort que Ogodai. Ogodai est vraiment va taper fort, va repousser, et contre les armures, donc contre les carnes, il est monstrueux. Tarsak est un peu moins monstrueux contre les armures, mais par contre contre des mecs sans armure, il va s'amuser comme un dingue. Contre les fangs, les goons, il va pouvoir distribuer un nombre de mandales impressionnant pour faire encore plus de trucs rigolos. Sachant que je l'évoquais tout à l'heure dans le livre de bataille, il a été mis à jour et donc maintenant il possède la compétence riposte. Ça veut dire qu'il est aussi bon en attaque qu'en défense. Ça veut dire qu'en fait, sur ses défenses à 2 ou 3 PA, il va pouvoir rajouter un effet gratuitement. Donc il va pouvoir choisir, par exemple, sur une attaque, une défense à 2 PA, là où on devrait choisir soit l'effet, soit les dégâts, et ben il va pouvoir faire effet et dégâts gratuitement. Et sur une attaque à 3 PA, il va faire effet et dégâts. Donc 2 effets comme s'il était en train d'attaquer. En gros, on reprend le tableau d'attaque et on le copie en défense. Voilà. Ce qui fait que ça va lui permettre, typiquement, il fait une défense à 3 PA, il va pouvoir refaire 2 baffes gratos derrière. D'accord. Donc ça, c'est vraiment... C'est un distributeur de baffes. Il est là pour multiplier et se servir de son agilité, sachant que quand on utilise l'effet de 1, alors bien sûr, on l'a mis dans l'attaque, donc on a la carac, il a 3 je crois, non, 4 en agilité quand même. Il a 4 en agilité, mais les attaques gratuites derrière, il peut très bien utiliser sa puissance pour faire ça, et donc faire des attaques gratuites qui sont quand même avec un seuil de 6 de base. Sachant qu'après, les 2 épées qu'il a avec son profil, si on lui paye, il y en a une, je sais plus ce qu'elle fait. Une qui est perce armure. Il y en a une qui va endommager un petit peu les armures, donc il a un peu de répondant contre l'armure. Et surtout l'autre qui va lui permettre de le soigner. Et ça, c'est très cool, parce qu'il va pouvoir se soigner, se heal tout seul, comme ça, dans un coin, en tapant sur des cibles. C'est ça qui est rigolo. Tu tapes quelqu'un, tu récupères des points de vie. Moi, je trouve ça drôle. C'est pas mal. Typiquement sur les attaques gratuites, en fait, tu sais que c'est des attaques qui te coûtent rien et qui ramènent du PV, donc ça prolonge ta vie, ça augmente ta durée de vie. Et bien évidemment, on a parlé des Kélod avec le guerrier 3, mais n'importe quel Rhino, n'importe quel Kérops peut monter sur un Kélod. Donc un Tarsak ou un Ogodai sur Kélod, ça fait la blague. On le voit sur les cartes pour l'instant, mais petit à petit, la plupart des profils de chaque faction qui possède des montures va être décliné en cavalier, et donc on pourra monter son Tarsak. Et les carnes, donc le dernier cavalier à sortir, c'est la cavalière, l'avant-garde, mais on a déjà un garde royal et un paladin. Oui. Donc il y a 3 cavaliers différents pour l'instant chez les gardes. Chez les Kérops, il n'y a que le lieutenant guerrier 3. Mais les persos vont pas tarder. Ce sera en tout cas les premiers à être montés logiquement chez les Kérops. Ouais. Très bien. On a fait, je crois, globalement le tour des Kérops, il me semble. Petite précision, quand tu mets un gars sur une monture, il peut pas y avoir plus de 1 niveau d'écart. C'est-à-dire qu'un niveau 1 ne pourra pas monter sur une monture niveau 3. Et donc, typiquement, Tarsak et Ogodai qui sont niveau 3 pourront pas monter sur une monture niveau 1. Ce sera soit 2, soit 3 à la monture. Ouais, t'es obligé de payer un peu cher, mais ça fait le café. Le seul dont on n'est pas parlé, je crois, c'est le prêtre et le bourreau. En fait, c'est le magicien C'est vrai. de la faction, enfin, les magiciens de la faction. Oui.
Alors j'ai pas trouvé la carte puisque là sur le site je l'ai pas vue, donc sinon je l'aurais mise. Ah, d'accord. Bon. Prêtre ou bourreau, ouais, C'est pas grave. Prêtre et bourreau, c'est des profils, donc on pourrait établir, c'est à peu près du guerrier en termes de caractéristiques. Et leur gros avantage, c'est que ça va apporter tout le côté partout, en fait. Ça va apporter le côté magie. Donc la magie chez les Kérops, c'est la magie sacrificielle. On se scarifie pour gagner des bonus. Voilà. Globalement. Okay. Donc si on veut apporter un peu de boost à la faction et apporter un peu de saveur, parce que sinon c'est très monotone, des guerriers, voilà. Bah là ça apporte un peu de diversité et un peu de fun. Et accessoirement, c'est pour l'instant les Kérops les plus rapides de la faction. Ils ont une vitesse de base de 4 et ils ont quand même charge brutale 1. Donc c'est vraiment des mecs qui sont assez fusés et qui coûtent pas cher parce qu'un prêtre niveau 1, 77 avec une arme à 12 couronnes, bah, ça fait un profil à 65 comme un guerrier niveau 1. Oui. Par contre, bien que ça soit des prêtres et donc des gens intelligents chez les Kérops, leur intelligence reste très moyenne. Hein. On va pas se cacher que c'est pas des foudres de guerre hein, quand même. Ils ont une compétence que ne possèdent pas les autres Kérops, c'est le sacrifice. Alors sacrifice, non seulement, bah, c'est ce qui détermine le fait qu'ils peuvent utiliser la magie du sacrifice, et ça c'est le sacrifice, mais ils ont aussi la compétence sacrifice X. Alors pour le niveau 1 c'est sacrifice 3, pour le niveau 2 c'est sacrifice 2. Ça signifie que à n'importe quel moment ils peuvent décider de perdre 3 points de vie pour le niveau 1, 2 points de vie pour le niveau 2, pour gagner un PA immédiatement. D'accord. Et donc, bah, c'est situationnel aussi, mais quand il y a vraiment besoin de faire quelque chose, ça peut être sympa. Quand on se met une petite cicatrice, donner le dernier coup pour achever la cible en face, ça peut être pas mal. C'est ça. Et c'est surtout le genre de compétence qu'un adversaire ne peut pas du tout anticiper, puisqu'on peut le faire à n'importe quel moment. C'est très pénible. C'est très pénible. Et puis surtout, bah voilà, c'est le dernier tour, il faut absolument que je réussisse cet objet-là, sinon il y a match nul où j'ai perdu. Et ben allons-y. Hein. Je scarifie le bourreau et puis je retente autant de fois l'objectif que je peux. Alors il y a une question pour vous, mais j'allais vous la poser aussi en tant que joueur Kérops, c'est est-ce que vous allez remettre des prêtres Kérops en vente? Ah oui, alors on les avait peut-être retirés parce qu'on avait le moule qui était détruit, mais le moule a été refait depuis, donc oui. C'est pour ça que tu les trouves pas. C'est peut-être parce que oui. Maintenant que merci d'avoir posé la question. Si tu les as pas trouvés, c'est parce qu'on les avait retirés. Je vérifie tout de suite. Par souci de stock de moules. Et comme on a refait les moules. Mince, ouais, ça a été temporaire et. Oui. Ouais, j'ai pas. On a peut-être oublié. Merci. Merci de nous signaler la coquille. Parce que là, on aura à peu près 15 si Bibi l'avait pas posé, je l'aurais reposé parce que moi, je pense que je vais m'en prendre un de toute façon. Je pense que c'est en ligne. Hein. Ouais, pour la mauvaise foi. Tu sais que maintenant, avec la caméra à grand angle, on voit que tu es sur ton téléphone en train de les remettre en ligne. Hein. Non, c'est en ligne. Donc ouais, effectivement, il est filé avec le profil niveau 1, le profil niveau 2, sachant qu'il y a un niveau 3 qui arrivera un jour. On a déjà la carte. Et voilà. Non, je te l'ai pas donné. Ok. Effectivement, tu l'as remis en ligne, effectivement. Je le vois maintenant. Donc... Voilà, ouais. Non, il a toujours été. Il a toujours été, oui. Tout à fait. Non, ouais, franchement, c'est un très bon profil. Alors, les Kérops, la magie des Mongols au XIIe siècle, justement, c'est la religion plutôt, pas la magie, la religion, c'était le tengrisme. Et du coup, on a enlevé le E, enfin j'ai enlevé le E, et c'est le nom du magicien attitré de Nagoy Khan, de l'empereur. Mais c'est un peu cet esprit-là, c'est vraiment une magie et une religion qui est basée, à la base le tengrisme, c'est vraiment basé sur l'action guerrière et la volonté de dominer, etc. Ah, voilà. Là, c'est pour ça qu'il ne le voyait pas, il n'avait pas actualisé sa page. Voilà. Bien sûr. Non, l'article était vraiment hors ligne parce qu'il y a un souci de moule. Et voilà, et moi aussi, vous voyez, là je l'avais pas, mais ça y est, je l'ai récupéré, c'est bon, je la mets à l'image là. Hop, voilà. Ça arrive de temps en temps, en fait, effectivement, on est une panne de moule. Là, je crois que c'était son fouet qui avait lâché ou un truc comme ça, ou juste un peu tout. Les accessoires. Le fouet. On le met provisoirement hors ligne parce qu'on n'est pas capable de faire une figurine sans le moule. Et puis après, on refait le moule rapidement et on la remet en ligne. Et puis là, on a un peu oublié de la remettre. Ouais. Ça a été un peu chaotique depuis mi-décembre entre les fêtes de fin d'année et la reprise qui neige. Voilà, vous n'alliez pas vous justifier, vous vouliez pas qu'on prenne de prêtres Kérops, c'est tout. Voilà.
Ouais. Non, pour moi, c'est vraiment une figue intéressante et on a des gars à Sartrouville d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est Grim. Grim qui en a pris 5 parce qu'on peut les jouer par plein. Ils sont limitation 3 en niveau 1, limitation 2 en niveau 2, donc il en a pris 5. Voilà, il les a tous convertis. Et il fait une team full Prétros. Mais quoi qu'il arrive, qu'on joue la magie ou pas, je pense que c'est le niveau 1, c'est vraiment une alternative au guerrier qui est très intéressante. Parce qu'il n'a pas de 5 en carac. Ouais, et ça donne une option de jeu. Ça donne une option de jeu supplémentaire. Oui. Et puis surtout, la figue est magnifique, quoi. Oui, pour moi, c'est l'une des figurines les plus réussies chez les Kerops. Sachant qu'on n'est pas obligé de lui mettre ses grosses cornes avec. Voilà, le portefeuille, le joug est vraiment séparé. Merci. On n'est pas obligé de le mettre. Moi, je l'ai pas mis sur le Kerops. Il est là ou pas d'ailleurs? Il doit être avec les Kerops. Non? Ah non, je le garde. Dommage. Donc il est dans la vitrine derrière. Donc oui, sans le porte-joue, ça allège la figurine, ça le rend vraiment sympa, je trouve. Je sais pas. Il est dans derrière. Très bien. Donc, quoi qu'il arrive, on arrive sur la fin de l'émission. Donc on a vu les Kerops, on les a tous vus du coup, hein, si je me trompe pas. Voilà. Ceux qui sont disponibles pour l'instant, en tout cas. Ouais. Tu veux un petit tease? Vous avez vu Tactoy. Il y a pas longtemps. Et après, j'aurai une question d'Hiroshi Saeba après. Vas-y. Oh, attends, c'est très suréclairé là, surex, on voit rien. Allez, c'est pas Tactoy. C'est le prochain générique qui va sortir. Enfin, générique. Ouais, puis là, comme c'est un halo, pour le mettre sans éclairage. Ça va être dur. Il faut que tu mettes. Voilà, là, si tu mets pile devant, c'est bon. Voilà, c'est un peu flou parce que la caméra met pas à jour, mais le porte-bannière. Le porte-bannière. Tu seras en exclu mondial sur ta chaîne, on aura pu voir l'un des prochains Kerops à venir. Ils ont ensuite défoncé le dos. Super. Et alors j'ai une petite question d'Hiroshi Saeba qui dit en parlant de moule, j'ai eu pas mal de bulles sur mes Tembo et même des bulles sous une couche de résine. Il s'est cassé au ponçage. Rien d'irréparable, mais trigger quand même. Donc vous avez déjà le cas? Alors des bulles non débouchantes, effectivement, ça peut arriver. Mais malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Par contre, des bulles à la surface, normalement, ça aurait pas dû sortir de l'atelier, donc faute de ma part. Dans ces cas-là, tu nous envoies un petit mail et sur la page contact du site, ça nous renvoie sur notre boîte Gmail, c'est ça où on traite tous les SAV. Tu envoies un petit mail rapide avec une petite photo si possible, et voilà, si c'est obvious, si c'est évident que c'est une fille qui aurait pas dû être mise en vente, on la renvoie direct, on se pose pas de questions. C'est ça. Par contre, effectivement, des bulles non débouchantes, donc qui sont planquées sous une couche de résine et quand tu grattes, etc., ça apparaît. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Et mais puis on le voit pas, quoi. Enfin, ça, ouais. Typiquement. Après, sur les Tembo, les Tembo sont très gros. Et donc, sont très gros et on a eu pas mal de soucis avec eux. Il faut qu'on change un peu le process de fabrication. D'ailleurs, au sujet des Tembo, le sage et le guerrier, je crois, seront plus pareils. Les nouveaux moules du sage, en fait, on a coupé une défense et on a eu beaucoup trop d'emmerdes sur. On a modifié certaines pièces. Il y aura un peu plus de pièces, un peu plus de montage, mais il y aura beaucoup moins de lignes de moule, beaucoup moins de bulles. Après, petite tricks, quand vous avez des bulles sur la résine, la plupart du temps, on laisse des tire-jus sur les figurines. Donc les tire-jus ou cheminées qui permettent les alimentations. Au lieu de les jeter, vous prenez un tire-jus, vous le taillez en pointe et vous mettez un point de glu dans la bulle. Vous venez mettre le tire-jus dedans, vous coupez à ras, vous poncez, et il n'y a plus de bulles. Sans utilisation de green stuff. Ça permet. C'est la même couleur, c'est la même résine, c'est vraiment un petit trick qui fait que on répare super vite et puis surtout ça prend 3 secondes, qu'on n'est pas obligé de malaxer de la pâte, etc. C'est très très rapide. Ouais, les carnes, c'est parfait. Voilà, donc il dit Hiroshi qu'il a mis de la green stuff pour combler, donc tout s'est bien passé. Voilà, messieurs. Ça va, il a un petit level en hobby. Oui. Mais faut pas hésiter, hein, s'il y a un souci sur une figurine, envoyez-nous un mail et on fera le nécessaire. On est très 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 réactif sur le SAV parce que c'est quelque chose qu'on a toujours eu en horreur en tant que client, donc on essaye d'assurer là-dessus. On essaye d'être très très vigilant
On s'est botté les fesses, hein, et ça fait 1 mois et demi qu'on a rajouté une lampe au-dessus de la table de préparation, une grosse lampe à LED pour vraiment qu'on voit bien si jamais il y a des défauts sur les fils, parce que effectivement on s'est rendu compte que on en a laissé passer 2-3 à la rentrée, à septembre-octobre, parce que justement il n'y avait pas assez de lumière, on avait un néon qui a pété, puis par négligence on l'a pas remplacé, et en fait voilà, juste ça a suffi à ce qu'il y ait quelques defs en plus. Voilà. Donc on a remis une lampe. Donc ça devrait plus se produire maintenant. Ok, alors donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant les 2 prochaines minutes, on va conclure tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous regardez cette vidéo sur le replay, bien pareil, vous pouvez mettre les questions et puis moi je les transmettrai à mes chers camarades Manu et Cohen s'il y avait besoin. Vous pouvez donc bien sûr, on peut vous retrouver donc sur le Discord, sur le Facebook, bien sûr sur la page TGCM si vous voulez vous procurer des belles figurines. Voilà, donc là aujourd'hui on a fait les Kérops, mais bon bien sûr si vous accrochez sur d'autres factions, n'hésitez pas non plus. En tout cas je mettrai à fond sur Hiroshi, sur ses Tembo, ça c'est clair, avec mes Kérops ou ma Guilde Noire, on verra en fonction de laquelle me botte le plus, mais bon les deux sont bien, donc tout est bien de toute façon, tout est bien. Manu et Gwen, de toute façon, toutes les factions. Chacun nos affinités esthétiques, ça c'est une évidence, et puis nos affinités en termes de façon de jouer, de gameplay. Moi, j'avoue que j'aime bien les goons, autant esthétiquement que dans la façon de jouer. Mais à côté, je me suis monté une petite armée de Kérops, une petite armée de Karn, parce que au Godei je le trouve magnifique, parce que en Guérant je le trouve splendide, et donc j'ai fait des fers de lance à côté. Et la Décati, je l'adore chez les Fang, donc j'ai commencé à me préparer un petit fer de lance pour les Fang, alors que je joue que le Goon, quoi, tu vois. Donc, et la Guilde Noire, de toute façon, je l'avais déjà peinte, donc je peux la jouer aussi. Mais j'ai pas pris le temps. Pour être avec vous, j'ai pris la Guilde Noire pour avoir une deuxième faction et pour pouvoir faire des parties si jamais quelqu'un vient chez moi. Donc. Non, elles sont toutes classes. Il y a quelques profils effectivement que j'apprécie. En fait, t'as l'avantage effectivement si tu prends la Guilde Noire ou les Affranchis de pouvoir jouer un peu avec toutes les figurines qui te plaisent, tout en jouant une faction propre et pouvoir, une fois que t'en as suffisamment, faire une faction à côté. Par exemple, si tu prends suffisamment d'Affranchis Goon, derrière tu peux faire une armée Goon. Quand t'as pas mal de Kérops, tu prends juste le pack affranchi, tu peux te faire un fer de lance affranchi sans aucun problème. Il y a plus de 5 profils Kérops, donc c'est très très facile. Ouais. Juste, moi je voudrais préciser, s'il y a des mecs qui se demandent, vraiment, il faut vraiment respecter cette idée d'armée régulière, et donc la base de l'ossature, c'est les guerriers. C'est bien d'y rajouter une tambour comme dans le starter, ou une forgeronne, ou un porte-bannière. Et puis après, si on veut monter en grade, on met à la place un petit lieutenant ou un petit capitaine ou un petit commandant ou un perso comme Tarsak ou Godei. Et derrière, on vire un petit guerrier, on rajoute un petit bourreau. Voilà le schéma classique de la faction, quoi. Je suis désolé, mais Hiroshi, tes prochaines commandes, je taperai dans le bac à défectueux pour te faire tes commandes. Voilà. Je suis obligé, il veut faire toutes les factions sauf les Fang. Donc ne t'étonne pas si t'as des choses à refaire sur les figurines. Je savais que c'était un gars bien. Ce que je prendrais dans les bacs à défectueux pour les refaire. Je savais que c'était un gars bien. Non, on va lui bourrer les Fang gratos. On sera obligé de les faire quand même. Sinon, petite annonce. Bientôt, en ligne, on va créer... On est en train de préparer ça. Ouais, on est en train de préparer et vous pourrez peut-être acquérir des figurines peintes. Il y aura... On a des dizaines de figurines en fait qu'on a peint, soit pour nous, soit pour la vitrine, soit des sorties de gamme pour Briscard, soit des choses comme ça qu'on a fait pour les photos, pour des trucs comme ça, et on la place, vu qu'on n'a pas des châteaux. C'est ça, la place commence à manquer. Et les figurines qui dorment dans les vitrines ou dans des boîtes, ça va bien 5 minutes. Promis, on les dépoussière pas avant. Autant vous en faire profiter. Donc bientôt, il y aura un onglet directement sur le site avec des peintures. Alors ça sera que de l'unique, donc une fois que l'article est vendu, c'est fini. Mais par exemple, pour ceux qui l'avaient déjà vu, mon commandant capitaine Kérops, avec son armure vert laqué un petit peu, il fera partie de Ça dégage. Voilà. Okay. Et puis après, il y a vraiment des pièces uniques. On a quelques pièces qui ont été peintes par Fabrice Tran, par Stéphane Guay, par Utif, des pièces comme ça. On les mettra en vente aussi parce que
Ouais, les vitrines sont pleines, quoi. Les vitrines sont pleines et pas que les vitrines qu'on emmène en salon, nos vitrines perso aussi, et puis nos boîtes de démo, et puis nos mallettes à côté. Et hier encore, avant-hier, j'ai fabriqué une nouvelle boîte pour une nouvelle armée parce que je sais plus où les mettre, quoi. Et donc on va en mettre quelques-unes. Petite annonce exclue de fin de vidéo. Ça marche. Avant de conclure, je vais juste vous dire, messieurs, que sur la chaîne d'Hiroshi Saeba, vous avez, alors je crois que c'est le mardi où tu as l'atelier Hiroshi, si je dis pas de bêtises, où la dernière fois tu montais justement le Kembo, vous montez le Kembo en direct, il était en train de monter le TG exactement, comme dirait Hiroshi. Donc voilà, donc vous retrouverez, je pense qu'il va refaire des vidéos, des lives dessus. Moi, je compte refaire une émission de ce type avec une autre faction. Donc voilà, donc en tout cas en ce qui me concerne et Hiroshi, on va continuer à vous aider à faire en sorte que Carnage perdure, continue et fonctionne bien. Voilà, ça c'est la première chose. Merci à vous deux. Merci. Je pense que c'est pas prétentieux, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui mérite d'exister, quoi, parce que il apporte des choses dans l'univers du jeu d'escarmouche, quoi, et de bataille d'ailleurs. Je suis d'accord. Alors après, il faut pas s'arrêter. Moi, je sais que même, je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, les premières fois où je vous avais croisé, je vous avais laissé un peu tranquille. J'avais un peu de mal à m'intégrer, à me mettre sur le jeu. Mais en fait, une fois qu'on a vos explications, et on se rend compte que le jeu est quand même assez enfin, il paraît complexe au départ, au premier abord, mais en fait, il est facile une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Voilà. Comparé à beaucoup de jeux qui sont sur le marché à l'heure actuelle, effectivement, on se limite pas à dire vous avez une carac qui est assise, donc vous lancez 6 dés. Là, il faut vraiment comboter les caracs pour réussir à faire l'effet escompté. Donc ça demande un peu très simple en fait. Il est très très simple à comprendre, mais il faut passer le pas de me dire voilà, en fait, j'utilise ce que j'ai besoin, il faut que je me projette, alors qu'en général dans les jeux il va se passer ça si ça marche et c'est tout. Le plus simple pour s'y mettre sans se prendre la tête, c'est de se dire mon action là que je vais résoudre, je veux qu'elle fasse quoi? Est-ce que je veux que ça fasse mal? Est-ce que je veux pouvoir me déplacer pour aller chercher l'objectif? Est-ce que je veux pousser l'adversaire? Une fois qu'on a défini ça, il suffit de regarder. Je veux pousser, il faut que j'utilise du C. Je veux faire ça, il faut que j'utilise ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste ça la différence par rapport au jeu classique en fait. Mais autre chose aussi du jeu qu'on l'a pas dit, mais c'était tellement évident quand on l'a pas dit, c'est que les figurines sont de taille vraiment très grande par rapport à tous les autres jeux de figurines. Échelle 75 mm. Voilà, exactement. Échelle 75 mm, voilà, vous avez typiquement ici une figurine. Forcément, on n'a rien pour comparer. Si, ça c'est du A6 à côté. Voilà, regarde, c'est tout bête. Je vais la mettre juste à côté. Ça, c'est une pièce d'1 euro. Hein. Une petite pièce d'1 euro. Hop, voilà. Ouais, non, c'est. 1 euro, ça fait pas grand chose à côté de. Ouais, c'est clair. Bon, la figurine ne vaut pas 1 euro. Non. C'était juste pour l'échelle. C'est ça. Très bien, messieurs, on va terminer là-dessus. Juste pour conclure, je vous dirais que vous avez aussi un deuxième jeu de figurines qui est Briscard, où il y a le mode escarmouche, vous avez le mode coop. Voilà, donc là, on fera peut-être une émission spéciale Briscard un peu plus tard, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Voilà, que ça existe. Donc, si vous allez sur la page TGCM, il y a Briscard et Carnage. Les deux, donc en fonction des affinités aussi, des goûts, des couleurs aussi, on pourrait dire. Voilà, vous pouvez aller sur l'un ou l'autre. Personnellement, je suis plus accroché par Carnage, mais bon, ça c'est un avis personnel. Oh le lapsus. Voilà. Oui, mais j'aime bien les Kerops, donc voilà, vous le savez, voilà, je l'ai dit. Hein. Donc voilà. Bref. Tu commences par cela en plus pour faire la vidéo. Ah mais mon fiston ne jure que par les rhinos, hein, de toute façon. Donc voilà. Très bien, messieurs, on va conclure. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat. Merci Manu et Gwen d'être venus. Un énorme merci à toi de nous avoir reçus. Je vous ai laissé parler. Si tu nous lances, on peut encore tenir 2-3 heures, il n'y a pas de souci. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Très bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Est-ce que vous avez un live prévu, vous, bientôt sur votre chaîne YouTube? Oui. Normalement, le dernier vendredi de ce mois-ci, on devrait faire un petit live. Maintenant que les soucis de webcam sont réparés, ça devrait se mettre en place très bientôt, soit vendredi prochain, soit celui d'après.